frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Aïe, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel autour duquel on voit la vie en rose. Aïe, compagnon grand poil et zéphiriel. Aïe. Aïe, vous deux. Bienvenue dans ce déjà 28e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, sans surprise, on continue la partie 3 de Magie et Cristal. La partie 3, c'est celle qui s'appelle Vienne la moisson. Et on lit les chapitres 5 à 7, ce qui fait, on est sur le même rythme un peu depuis quelques épisodes, qui fait, je crois, 80 ou 90 pages à peu près dans les éditions J'ai lu qu'on connaît. Mais d'abord, comme d'habitude, on commence avec les commentaires. On a du long commentaire et de la grosse théorie ce mois-ci. Un premier commentaire de La Troubadour qui nous dit « Bonjour à tous. Bon, je réacte et théorie par rapport à de vieux épisodes du podcast. J'en suis au 11 pour le moment. Mais je me devais de réagir à la théorie de Zéphiriel lorsqu'il parle des portes et des différentes temporalités. Le fait d'être transporté en 87 lorsqu'on lit le tome 2, parce que c'est l'année à laquelle King écrit le livre. Mais du coup... On sait que les portes, elles permettent de voyager entre les temporalités, les mondes, mais du coup, quand on ouvre un livre de la Tour Sombre, on est transporté d'époque en époque, de monde en monde, ce qui implique le fait que l'objet livre lui-même est une porte. On sait que dans le monde clé, on ne peut pas revenir en arrière, tout comme dans l'entre-deux-mondes. Mais en réalité, est-ce qu'on ne se tromperait pas depuis le début ? Je m'explique. Si on s'appuie sur ce que je viens de dire avec le livre-porte, ça voudrait donc dire que le véritable monde clé, c'est le nôtre à nous, lecteurs, puisqu'on est condamné à un éternel présent. On ne peut pas voyager dans le futur ni dans le passé, ce qui devient très méta. Parce que ça voudrait dire que soit on se trompe depuis le début, soit on est nous-mêmes pris dans la boucle cyclique de la tour, qui nous fait apercevoir continuellement notre passé, ou en tout cas des mondes passés. Je parle des mondes dédiés de Susanna, etc. Et notre avenir, pour moi l'entre-deux-mondes est notre avenir, ou un très lointain passé. Ce qui va bien à mon sens avec le haut-parler, qui serait notre mode d'écriture à nous, et qui ne serait compréhensible que par nous ou les gens de notre monde. Donc, Roland. Ça, c'est un bon commentaire pour bien commencer un épisode où la moitié des membres de ce podcast est malade. et où donc, déjà, on surchauffe du cerveau. Moi, j'aime bien, je trouve ça extrêmement logique, en fait, en le voyant, et de me dire, mais oui, évidemment. Ouais, je crois que j'avais répondu en partie sur le Discord. Oui. J'ai un doute, mais... Oui, tout à fait, ouais. Mais oui, excellente théorie. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Moi, je pense qu'on est dans un cycle. Je crois que je disais en off, elle est pas prête pour ma théorie sur à chaque fois qu'on ouvre un livre, on ouvre un monde. Oui. Et on recrée un monde qui va avec. Le multivers étant ce qu'il est. De fait, c'est nous qui faisons en sorte que le cycle de Roland recontinue plutôt que... Nous sommes les tortionnaires de Roland. Oui, voilà. Mais King excellent, j'ai kiffé. Vas-y. Pardon, je disais juste que j'ai kiffé. Oui, non, en fait, je cherche. King, il a une citation qui dit « Books are uniquely portable magic ». Genre, en fait, c'est des... où il dit que les livres sont des petits objets de magie, en fait, où on a tous ce truc de se dire... moi, j'ai beaucoup lu dans mon enfance parce que j'avais besoin de me couper de choses qui se passaient chez moi, et du coup, je me plongeais dans un autre univers, et il y a rien... En fait, j'arrive pas à regarder de films et de séries parce que j'en déconnecte au bout de 5 minutes et je déconnecte pas autant des livres. Il y a ce truc où quand tu te mets dedans, on voit, il y a des images sur Internet où t'as des espèces de lumières qui sortent des livres et de personnages qui sortent des livres comme si c'était un peu ton univers à toi. Et il y a vraiment ce truc où, du coup, l'idée que les livres sont des portes vers d'autres mondes, c'est à la fois réel et pas réel, mais presque du vécu, en fait. Parce que d'une façon un peu non littérale, c'est ce qu'on vit quand on lit une histoire qui arrive à nous emporter. Oui, c'est l'histoire sans fin, quoi. C'est très représentatif, je trouve, de ce qui, moi aussi, se passe quand j'ouvre un livre et quand je me plonge dedans. Les livres, ils sont plus grands à l'intérieur. Enfin, ça contient des mondes entiers et on les ouvre et on rentre dedans. Complètement. Théorie validée par les maîtres théoriciens de la 19e Palabre. J'ai appris, pardon, je le dis parce que je pense, mais j'ai appris qu'en science, on parlait de théorie quand c'était affirmé et d'hypothèse quand on n'était pas sûr. Quand on parle de théorie, c'est que c'est quelque chose qui a été prouvé. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. La théorie, c'est que ça fonctionne comme ça. Après, mais quand on a une hypothèse qui n'est pas vérifiée, c'est une hypothèse. Voilà. Du coup, ça me choque à chaque fois qu'on dit théorie. Je me dis, c'est plus exactement ça. Du coup, est-ce que tu es un hypothéticien ? Un hypothéticien. Ça fait un peu hippopotame, hein. Un hippopotame, voilà, exactement. Un questionneur. Un questionneur. C'est ça. Ah oui, pas mal, très bien.
On a Hirslo, aka Emily, dont j'ai parlé la dernière fois et que j'avais mis au défi de nous écrire quand elle ne court pas ou n'est pas en train de conduire. Elle nous a écrit pendant qu'elle était dans le train. Elle nous explique avoir découvert le cycle avec le tome 3 que sa grand-mère lui a offert, puis avoir repris dès le premier tome, et un ordre un peu original qui lui a permis de ne pas sentir trop de longueur. Moi, je sais pas si je pourrais, honnêtement, mais je me dis, quand on n'a pas trop peur du spoil, des fois de savoir, Zef, je sais que tu fais partie de ces gens-là qui presque demandent des fois à se faire spoiler. Je sais pas si c'est parce que ça peut donner envie d'aller jusqu'à ce moment-là. Et je me dis, en fait, si elle a commencé par le tome 3, qui est vraiment éternellement un de mes préférés, elle a envie de savoir comment on arrive jusque-là, et donc de lire ce qu'il y a avant et lire aussi ce qu'il y a après. Donc je trouve ça à la fois étonnant et presque logique, en fait. Pas très choquant. Ouais, je sais pas. En vrai, je trouve ça aussi excitant de connaître un truc et de savoir comment c'est arrivé que de savoir ce qui va arriver. Donc, quand on me raconte la fin d'un film ou d'une série, parce que je la demande et on me dit bah ça finit comme ça me fait plaisir de le regarder quand même et de découvrir les détails qui ont amené à ça, en fait. Combien même, en vrai, même si on me raconte tout, c'est plaisant de regarder, de découvrir un peu par soi-même. Je sais pas, je suis assez content de m'être libéré du spoil. Ah ouais, moi j'arrive pas à m'en libérer. Pas du tout. Tant pis. Donc elle a tout lu, et puis elle a tout réécouté en livre audio avant de commencer à nous écouter, nous. Elle nous dit d'ailleurs « Je profite que vous soyez sur Magie et Cristal pour revenir sur un point où il me semble que vous étiez passé à côté. Alain et Cuthbert deviennent des pistoleros durant ce tome. King nous raconte vers la fin de l'épisode, lorsque le cathète de Roland affronte les hommes de Farson, que c'est cet affrontement qui est l'épreuve de passage pour les deux amis du pistolero. Oui, alors je pense qu'on est passé à côté parce qu'on n'a pas encore traité le passage. On n'y est pas arrivé en encore. fait. Ouais. Oui. Je crois que ça faisait doute pour personne qu'ils deviennent pistolero avant de mourir. Mais sans passer l'épreuve de Corte, en fait. Qu'il y a ce truc un peu comme Jack et Eddie et Susanna Long, où en fait ils ont d'autres épreuves qui font qu'ils deviennent pistolero, même sans passer l'épreuve du pistolero. Et Emily conclut par « À propos de ce tome 4, j'ai comme vous, dans le premier quart du livre, eu un manque de Suzanne, Eddie et Jake. J'ai quand même été rapidement happée par l'histoire de Roland et Suzanne, mais aussi par les aventures du jeune trio et leurs altercations avec ces chasseurs du cercueil. Je trouve que King arrive bien à faire monter la pression tout au long de l'histoire, malgré la romance impossible. J'avoue que là, il me manque un peu moins. J'ai hâte de les retrouver, mais depuis 2 épisodes, j'aime vraiment beaucoup l'histoire et je prends beaucoup de plaisir à la résumer. Et en fait, on sent... c'est la tension avant le début d'un concert, en fait, tu vois, on sent les lumières sont en train de s'éteindre, les rideaux sont en train de s'installer. Quoi. Exactement. Ouais, moi je suis un peu déçu qu'on n'ait pas assez de Alain et Cuthbert. C'est juste ça, quoi. Okay. Ils sont un peu trop les pendants de Roland, c'est un peu ça me déçoit un tout petit peu. J'avais pas ce ressenti la première lecture. Là parce que je sais ce qui va se passer parce que Roland est casse-couille, j'ai envie d'avoir d'autres personnages, quoi. Mais je comprends, c'est un peu l'idée. S'il y avait un test de Bechdel des personnages qui existent en dehors de Roland, ils le passent pas du tout. Ils sont vraiment dépendants de Roland. Ils parlent de Roland, ils parlent à Roland, ils ne pensent qu'à Roland, ils font tout en fonction de Roland. Et en même temps, c'est pas des pistoleros, Roland est le pistolero. Mais oui, on manque de passages avec juste eux. Ouais. On a un nouveau commentaire d'Anne-Sophie qui nous dit, qui nous envoie une photo d'un texte que Grand Paul va vous lire après, qui nous dit « J'ignore si vous avez ce texte. C'est un extrait de la postface de ma vieille édition du Pistolero version 1, parue dans les années 90. On y voit 2 choses. King n'avait aucune idée du futur contenu de Magie et Cristal, mais ça on le savait, surtout sur la première version. Il est intéressant de noter la présence de l'olifant quand Roland atteindra la tour sombre. Bonne journée. Grand Poil, c'est à toi. » Yes. Alors, il est écrit... Mais qu'en est-il du brumeux passé du pistolero ? Seigneur, j'en sais si peu. Et de la révolution qui a balayé son monde de lumière. Alors là, rien du tout. Du face-à-face final avec Martine, qui a séduit sa mère et tué son père ? Rien. De la mort des compatriotes de Roland, Cuthbert, Jamie, ou de ses aventures dans les années qui séparent son entrée dans l'âge d'homme de sa première apparition dans le désert ? Ça non plus, je n'en sais rien. Et il y a cette fille, Suzanne, qui est-elle ? Je sais pas. Sauf que, quelque part à l'intérieur, je sais. Quelque part à l'intérieur, tout ça m'est connu, et il n'est nul besoin d'arguments ou de synopsis ou de profils. Les profils sont l'ultime ressource du mauvais romancier qui en crève de ne pas écrire des thèses de doctorat. Quand le temps sera venu, ces choses et leur correspondance dans le monde du pistolero naîtront naturellement dans l'allégresse ou les larmes. Et si elles ne voient jamais le jour, eh bien, comme a dit Confucius un jour, 500 millions de Chinois communistes s'en balancent comme de l'an 40.
Une chose que je sais, c'est qu'en quelques occurrences, en quelques instants magiques, il y aura un soir violacé, un soir fait pour le romanesque, où Roland atteindra sa tour sombre, s'approchera d'elle, et fera sonner son olifant. Et si par hasard, je suis dans les parages, vous en serez les premiers avertis. Moi, ce que j'adore, c'est... il a ce truc où il se dit l'histoire, elle est quelque part en moi, et elle s'écrira quand elle devra s'écrire. J'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'entends plus que l'histoire est en train de s'écrire quelque part et je la raconterai. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en plus, il parle il dit toujours qu'il est juste un messager et qu'il fait que retranscrire des choses qui viennent à lui. Il y a un conduit de cette histoire qui a pris, j'ai envie de dire, a eu lieu. Enfin, si on se base sur ce qu'on a pu dire, elle a déjà eu lieu, elle se reproduit, et il fait que retransmettre ce que lui, allez, on pourrait dire qu'il capte ces informations. Ouais. Mais c'est ce qu'il raconte après. Hein. Ouais. Là, il dit que c'est quand même que c'est quelque part en lui, tu vois. Donc, c'est un truc aussi qui doit émaner de lui, qui doit mouliner en lui, dont il doit faire quelque chose. J'aime bien. Et pour l'olifant, c'est marrant. J'avais l'impression de connaître. Enfin, le mot, je le connais parce qu'il est dans le token. Mais j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu ou vu ou lu dans la tour sombre. Mais c'est peut-être moi qui me fais un truc, je sais pas. Dans la tour sombre, je crois pas. Ou alors peut-être dans les vieilles versions, le corps s'appelle l'olifant ou quelque part il est mentionné. Moi, ça me dit rien pour le coup. Je suis allée chercher ce que j'étais plus sûre. Je précise que du coup, un olifant, c'est un instrument de musique avant de la famille des cuivres, bien qu'il ne soit pas généralement métallique. Okay. C'est genre comme une trompette, j'imagine. Enfin, c'est un genre de corps. Ouais, c'est un genre de corps. C'est un corps qui est fait à partir d'une corne d'éléphant ou de bœuf, un truc comme ça. Ouais. Et je sais plus si ça se dit comme ça en anglais. Ça a pas l'air d'être ce mot-là en VO. Parce qu'il me cherche. On était dans un cas où le traducteur a voulu appliquer un langage trop châtié à un mot. Il y avait peut-être marqué juste le corps, the horn ou quelque chose comme ça. Oui, on l'a déjà eu ça en plus, comme cas. Donc, oui, il faudrait voir la VO en fait. Ouais. Mais merci Anne-Sophie, très intéressant. On a Giggs qui est arrivé in extremis 1 heure avant l'enregistrement de ce podcast sur Discord exprès pour nous partager sa théorie, et je vois en fait il y a des notifications dans le chat de la Tour Sombre. Alors j'invite les auditeurs et les auditrices à vraiment venir sur Discord pour discuter des théories. Nous ici, tout ce qu'on fait, c'est toujours donner notre version, qui est en plus un peu binaire. Vous nous faites un commentaire, on donne notre avis, et pouf, ça s'arrête là, et des fois ça réagit sur Discord. Mais là, je vois que cette théorie-là, elle est en discussion en ce moment sur le Discord, donc n'hésitez pas à venir la prendre en cours de route, ou même après la bataille, si je puis dire, quand cet épisode sortira. Mais donc du coup, Giggs nous dit: dans le dernier épisode, il est fait mention par Zéphiriel, il me semble, qu'un démon habiterait le cristal détenu par Rhea Dukos. En effet, c'est une hypothèse qu'on avait faite. Cette réflexion pertinente m'en a amené une autre. Si un esprit habite bel et bien la sphère rose, cette entité pourrait, selon moi, être Merlin en personne, puisqu'on sait qu'il est à l'origine de la création des 13 boules de l'arc-en-ciel, que celle-ci est nommée explicitement Pomelo de Merlin, et que ce dernier est un être de pure magie et de chaos. Or, c'est bien à travers le pomelo et son utilisation que tous les événements vont s'enchaîner pour précipiter Roland vers le chaos et le mener plus tard sur la route de la tour. Merlin, qui intervient directement dans l'histoire de King auprès de Tim Ross dans La Clé des Vents, pourrait donc être à l'origine de cette succession de dominos qui se mettent en place, ou de pièces de puzzle qui s'assemblent, jusqu'à ce que l'un d'eux provoque la chute de tous les autres. La magie étant dictée par la volonté dans l'autre-deux-mondes, ce serait celle de Merlin qui agirait à travers le cristal et dicterait les images/scènes qui doivent être vues par les possesseurs du pomelo, Rhea et plus tard Roland, pour enclencher la roue du cas précisément dans la direction qu'elle doit prendre. Ainsi, plutôt que l'œuvre d'un simple démon lambda, cela me semblerait être plus cohérent que le cristal soit en réalité toujours sous le contrôle de celui qui l'a créé. Qu'en pensez-vous ? Je mets volontairement un point d'interrogation au milieu de mon pavé pour avoir plus de chances d'être lu, au moins jusqu'ici. je lirai le reste du commentaire après. Moi, je me dis, il met un peu de lui quand il crée les boules. Mais je pense pas qu'il soit dedans, parce que pour moi, j'adhère même pas forcément à la théorie qu'il y aurait un démon ou quoi que ce soit d'autre dans une des boules, en fait. Ouais, moi, j'étais pas pour déjà le précédent enregistrement, je pensais pas qu'il y a de démon ou quelque chose dans le pomelo. Bah, là, dans les chapitres qu'on va lire, c'est un peu sous-entendu encore, quoi. Ah ouais, tu trouves ? Bah, il a une volonté propre.
Il s'arrête quand il faut. Tu vois, quand... Donc il y a un truc de quelque chose le contrôle ou quelque chose contrôle le truc. Donc à mon sens, je suis plus pour le démon en général qui a été enfermé dedans pour une raison ou pour une autre par Merlin, que ce soit Merlin lui-même, parce que de fait, alors on sait pas quand c'est dans la Clé des Vents, mais on sait que les 13 existent déjà de mémoire dans la Clé des Vents. Ils en parlent en tout cas, je crois, c'est confirmé. De fait, je suis pas trop d'accord avec cette théorie, même si elle est assez intéressante. Il faudrait que je relise ou tu relises la phrase sur le cas. C'est un truc qui va contraindre le cas à faire quelque chose, c'est ça ? La magie étant dictée par la volonté dans l'entre-deux-mondes, ça vient de ta théorie, ce serait celle de Merlin qui agirait à travers le cristal et dicterait les images/scènes qui doivent être vues par les possesseurs du pomelo, Rhea et plus tard Roland, pour enclencher la roue du cas précisément dans la direction qu'elle doit prendre. Ouais, c'est là où je peux pas être en accord malheureusement. C'est le cas qui décide, c'est pas personne d'autre. En vrai, ce serait presque une infinite loupe de dire Merlin fait ça pour contraindre le cas à faire quelque chose, mais si c'est le cas qui décide, il décide que Merlin fait ça pour faire contraindre le cas lui-même. Il y a un effet de loupe. Je suis plus de c'est le cas qui décide, et si quelque chose est fait, il est fait, parce que ça doit se décider comme ça et se dessiner comme ça pour l'avenir. Mais c'est intéressant parce qu'on revient sur les discussions qu'on a eues sur se justifier par un truc qui n'a pas besoin de justification pour exister en fait. C'est Suzanne qui dit allez, je vais ken Roland. Si je craque, c'est le cas qui l'a décidé. Non, c'est toi qui décides, c'est pas le cas là pour le coup. Si après ça devait être fait comme ça, c'est que ça devait être fait. Mais là, le fait que tu craques, c'est toi. Mais c'est intéressant parce qu'en vrai, on peut se dire que chaque action, pensée, parole est une volonté du cas. Oui, tu vois, c'est comme j'arrive jamais à me dire, par exemple, si Randall est un agent du cas, ou s'il essaye de changer le cas et qu'il se prend des retours de volonté du cas, tu vois. En fait, pour moi, il est tout le temps tellement entre les deux. Est-ce qu'il est là pour essayer de servir le cas, et le cas, Dieu sait que c'est pas forcément un agent du bien, et que c'est pas forcément, que c'est quelque chose où t'as l'impression où t'es obligé de passer des épreuves pour réussir à arriver à ce à quoi tu dois arriver, qu'il y a pas ce côté où ça va forcément te réserver toujours des choses positives. Et donc je sais pas si juste Randall, il suit ce mood-là, ou s'il essaye de s'y opposer, et où c'est là où il se prend des retours de bâton, et où des fois il revient un peu dans le droit chemin, entre guillemets. Et c'est là où du coup j'arrive pas à adhérer au fait qu'il y ait un magicien qui soit dans une boule pour faire appliquer le cas. Pour moi, c'est un peu trop, presque un peu trop littéral et un peu trop simple dans l'application. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça, mais pour le coup, pour Randall, en fait, c'est marrant parce que quand on discute de ça, on dit en gros que le cas est une forme de, on personnifie en fait, tu vois, on met une personnification derrière le cas en disant c'est un dieu, une déesse, quelque chose qui va faire en sorte que, et je suis pas persuadé que ce soit le cas. Je pense que c'est place une volonté. Hein. Oui, on lui passe une volonté qui n'est pas, en fait, qui n'est pas réelle. Ouais, c'est marrant parce que ça me fait penser à il y a Ego, qui est un youtubeur assez connu, je sais pas si vous connaissez. Je conseille ses vidéos, il est incroyable. Il en sort une tous les 3 mois et à chaque fois, elle fait plus d'1 million de vues. Mais c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Et là, il en a sorti une il y a 4 jours sur une expérience de Planète des oiseaux. Ouais, des oiseaux, grosso modo, en disant si on met qu'une seule espèce d'oiseau sur une seule planète qui n'ont pas de prédateurs, qu'est-ce qui se passe ? Et il décrit le truc pendant une demi-heure. C'est incroyable, la narration est ouf. Le mec, c'est un fou furieux. Et en fait, il commence par dire, à chaque fois qu'on parle de Père Nature, on parle comme si c'était une entité qui choisissait de faire évoluer les choses d'une façon ou d'une autre parce que c'était. Et en fait, c'est faux. Il n'y a pas d'entité, en fait. C'est juste le chaos. Et c'est exactement ça, en fait, pour moi, le cas. C'est juste, il n'y a pas d'entité derrière, il n'y a pas quelqu'un qui décide. C'est les choses doivent être faites comme ceci. C'est vraiment dire le destin. Enfin, encore une fois, on en revient à ça, c'est la plus simple des personnifications, en fait. C'est le destin, en fait. C'est les choses sont tracées telles quelles. Et ça doit arriver. Et ça ne décide pas s'il doit prendre ou à gauche ou à droite, en tout cas pour moi. Ça dit juste que tu prennes à gauche ou à droite, tu iras là où tu dois aller, quoi qu'il arrive. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas exactement la même chose. C'est parce que ça sort pas de tes choix, en fait. La différence avec le destin, c'est de dire ce que je fais, ce que je dis, si je traverse la rue maintenant ou après, c'est le destin qui l'a décidé parce que tout est déjà écrit d'avance. Le destin, c'est une forme de quelque chose qui est écrit dans un grand bouquin céleste qui fait que c'est déjà écrit. C'est pas exactement ça pour le cas, à mon sens.
encore une fois, c'est ma perception, c'est juste dire, le cas décrit des événements majeurs qui doivent arriver, quels que soient les choix que tu fais, tu y arriveras, point barre. Et pour le coup, ça te donne quand même une forme de décision sur ta propre vie, tes propres choix, tes propres envies, mais ça change pas la finalité de ce qui arrivera dans ta vie, en fait. Mais là, si on personnifie beaucoup le cas depuis quelques épisodes, et si on parle beaucoup de volonté du cas, sans doute à tort, c'est parce que c'est comme ça qu'on nous en parle. C'est comme ça qu'il est présenté, parce qu'en fait, le cas, on en entend parler via des personnages qui s'en remettent au cas pour un peu essayer de justifier ce qui se passe et de se dire, ok, bon si j'ai envie de niquer avec Roland, c'est ce que tu dis, je nique avec lui, et puis c'est le cas qu'on a décidé, et ça se passe mal, c'est le cas qu'on a décidé. C'est aussi ça qui motive la façon dont on en parle depuis quelque temps, et du coup les commentaires qu'on a à ce propos. Ouais. Mais parce que c'est eux, leur façon, un peu comme on dit à chaque fois, presque un aspect de religion et de destin, et le mélange qu'on fait, où le cas, on sait que c'est bien plus complexe que ça, et bien plus poreux aussi que ça. Non, on peut pas en parler autrement qu'en le personnifiant. Enfin, il y a aucune façon de parler de ce genre de choses. Tu vois, je reviens à mon exemple de la nature. En fait, on est obligé de personnifier quelque chose pour se donner une idée de ce que c'est, en fait, tu vois. Pour essayer de la comprendre, il faut la rapprocher un peu de nous-mêmes, sinon on y arrive. Oui, sinon on personnifie nos ordinateurs, tu vois. Quand il t'envoie un message, on dit mon ordinateur m'envoie un message. Non, c'est pas l'ordinateur qui envoie un message, c'est le système qui fait que ce message apparaît. Mais il te parle, enfin, tu vois, il est pas vivant en soi. C'est un peu le même système autour de ça, en fait. Du coup, on est obligé de se donner une représentation physique. Enfin, quand on parle de Dieu, en étant moi dans une religion de base chrétien catholique, j'imagine un grand mec dans une robe bleue avec une barbe blanche, tu vois, je suis obligé d'avoir une personnification de quelque chose, alors qu'en fait c'est pas possible. Mais c'est super intéressant sa théorie, en tout cas, parce que il y a ce truc, en fait c'est toujours cool d'avoir la théorie de vous auditeurs, auditrices, parce que c'est trop c'est fun. Enfin, toi, je sais pas depuis combien de temps on en parle là, et c'est trop cool de nerder un peu ensemble sur ça, quoi. Oui, puis d'avoir des avis un peu différents de ceux qu'on peut avoir. On n'a jamais prétendu avoir la science infuse, donc c'est vraiment cool de pouvoir avoir d'autres idées de tout ce qu'on peut dire. Nous, on donne nos avis et on formule bien tous les trois toujours. Je suis pas d'accord, je suis pas en phase. Moi, j'y crois pas trop, et c'est vraiment juste avec nos perceptions, nos interprétations, ce qu'on a envie de lire ou pas aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent tenir la route et de se dire, ok, moi, j'ai pas envie d'y adhérer, et c'est ok. Mais c'est ce qui est bien avec la tour aussi, c'est qu'on peut faire ça. Oui, on n'est pas dans le secret des dieux, clairement. Ouais. Et donc Giggs finissait par « Je tiens à préciser que Magie et Cristal est pour moi le tome clé du cycle, et si je peux comprendre la frustration de certains lecteurs dont fait visiblement partie Émilie, cette étape est indispensable pour donner tout son sens à la quête de Roland et retrouver le cathète, un peu plus tard avec d'autant plus de plaisir. » De toute façon, je remets pas ça en cause, juste j'avais pas envie de le lire à ce moment-là, mais je comprends l'intérêt, et c'est un peu long. Mais en fait, je me languis vraiment de retrouver le cathète, quand bien même j'aime beaucoup lire ce que je suis en train de lire. Donc c'est un peu ambivalent. Mais oui, je suis assez d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Et à ce titre, j'admire le travail remarquable qui a été réalisé par Robin Furst à travers les comics, qui donnent encore plus de corps à cette période de la vie de Roland, et sont pour moi absolument indissociables du cycle principal et d'une qualité admirable. Je n'ai lu que les tomes publiés en français. J'espère que vous aurez un jour l'occasion d'aborder ce média dans l'un de vos excellentissimes podcasts. Je pense qu'on les fera. Faudra voir, en fait on en parlera. Est-ce qu'on se fait une pause dans le cycle et on parle des comics une fois qu'on a fini le tome 4, genre on se fait 3-4 épisodes et on finit le tome 4, on lit les comics et on en parle, ou soit on enchaîne tout et on parlera de tout ce qui se passe. Pour moi, en fait, ça se passe en dehors du cycle, parce que c'est pas écrit par King. Quand bien même il dit c'est super ce qu'elle a fait, machin truc, c'est pas King, donc c'est pas la même chose, c'est pas, si on respecte la méta et les théories telles qu'on les établit depuis le début, elle, c'est sa version, c'est presque son étage de ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'a dit King et c'est pas ce qu'écrit King, parce que tout simplement il a pas écrit ça, et notamment surtout la bataille de Jéricho et tout ce qu'elle a ajouté autour, quand bien même ça puisse être pertinent, cohérent, beau, tout ce que vous voulez. Donc je pense que ça serait bien qu'on en parle à un moment donné, mais peut-être pas forcément maintenant, et surtout pas en hors-série, en plus de... en fait, on n'est pas en capacité de faire plus d'un épisode par mois, donc soit on lit La Tour Sombre, soit on lit les comics, et on fera pas les deux. Mais il y a beaucoup de monde qui nous pose la question, et il y a beaucoup d'attentes, et j'espère surtout qu'en fait ça sera réédité un jour en France pour qu'on puisse
en parler avec des gens qui ont la possibilité de les lire aussi, parce qu'ils sont édités en anglais, les intégrales sont un peu chères, faut compter entre 100 et 150 € chaque intégrale, donc c'est parce qu'on a quand même beaucoup, donc c'est un peu cher. En français, ils se trouvent plus, donc ils se vendent à des prix abusés. De toute façon, il n'y a pas le quart qui est traduit. Donc, ce qui serait chouette, c'est que ce soit réédité en français, et comme ça, on les lit toutes et tous en même temps, et on fait ce qu'on fait là. En fait, on relit pendant que les personnes qui nous écoutent relisent aussi, et on se retrouve dans un épisode pour en parler. Ouais, complètement d'accord. Notre meilleure chance, c'est l'adaptation de Flanagan. Si elle sort un jour, s'il y a de la hype, ça veut dire que autour, les gens vont vouloir se faire de l'argent sur le nom de la Tour Sombre. Spoiler n'a pas été le cas avec le premier film, qui n'existe pas évidemment. Mais si ça marche, ils vont ressortir les concordances, ils vont ressortir les comics de la Tour Sombre, ils vont vouloir capitaliser sur la licence La Tour Sombre. Donc c'est tout ce qu'on peut espérer en réalité. Ouais, clairement. Mais ou si King meurt. Je suis pas sûr que si. Ouais, je sais pas. Je sais pas. En vrai, je me pose la question. Peut-être pas les comics, peut-être. Je sais pas trop. Ouais, j'avoue. Je pensais quand on arriverait à la fin du tome 7, on reprenait au début, non? On fait notre cycle. En fait, on pourrait faire des... On s'était pas dit qu'on pourrait s'amuser à faire des reacts de nos propres épisodes. La boucle infinie. Ça serait rigolo pour la méta, mais il y a un moment... La boucle infinie de nullos, quoi. Je déteste ce genre de truc. Une autre question que j'ai eue, c'est à quel moment on va faire la clé des vents? Est-ce qu'on le fait... On s'est posé la dernière fois, non? On s'est posé dans le podcast précédent. On n'a pas dit qu'on faisait la fin du cycle. Je crois pas. Il n'y a pas un auditeur qui nous a posé? Quasi sûr. Marrant, ça me dit rien. Si, quasi sûr. Alors, je suis quasi sûr qu'il y a un auditeur. Toi, auditeur, dont j'ai plus le nom en tête, tu sais que moi je t'ai pas oublié. Tu le sauras que moi je t'ai pas oublié. Si, quelqu'un l'a posé, il s'était même gouré, je crois, en parlant du 5.5 ou un truc comme ça. Oui, il a dit 5,5 au lieu de 4,5. Ouais, voilà. En fait, il le prenait en exemple. Il le prenait pas pour poser la question. Mais du coup, on s'est posé la question au passage. Je me souvenais pas qu'on s'était posé la question. Mais j'ai un doute maintenant. Moi, il suffit de me faire douter. Si on s'est posé la question, je ne sais plus la réponse. Pour moi, c'est après le tome 7, mais voilà. Oui, pour moi, c'est aussi après le tome 7. Le gros défaut pour moi qu'a la clé des vents, c'est qu'il l'a écrit vraiment beaucoup plus tard et qu'il l'a écrit pour que les gens soient contents de retrouver des compagnons de route qu'ils avaient quittés. Et en fait, il y a tout le début de la clé des vents est assez pénible et pas très fluide dans le sens où, en fait, on est censé être vraiment entre le tome 4 et le tome 5. Donc, être vraiment, en fait, ils sont sur la route, il y a une tempête, ils se posent dans un coin, Roland raconte des histoires. Mais en fait, toute la première partie, on a Hot qui est hyper content de voir Susanna et ils sont tous contents de se voir et machin, alors qu'en fait c'est un jour lambda et donc ça fonctionne pas si on le lit entre le 4 et le 5. Pour moi ça fonctionne pas. Alors... Et en plus c'est pas capital pour l'histoire, donc non, moi je le mets après le 7 dans ma lecture. Alors je suis d'accord, pour moi c'est date de publication avant tout. Ouais, donc c'est après aussi. le 7. Et... surtout avec le travail de théorie qu'on fait. Et en vrai, en repensant à Hot qui est content de retrouver Susanna, ce qui est le cas, puisqu'il y a eu un tome entier... Oui, d'accord. Ok. Oui, selon la théorie qui dit que vu qu'il s'est passé 15 ans entre les deux tomes, ils sont contents de se retrouver au bout de 15 ans. Mais du coup, dans la fluidité, ça je l'entends, mais quand on le lit après un tome 4, dans nous, sans passer 15 ans entre les deux, ça me coupe un peu dans mon élan, tu vois. Ouais, on aura à peine repris les histoires du cathète et paf, on retourne dans des contes... Ouais. Non, je suis d'accord. La vraie question qui se pose, c'est comment on se prépare l'arrivée de Callahan? Est-ce qu'on se fait un hors-série où on parle de Salem pour reposer les bases sur Callahan? Ou est-ce qu'on le drop comme ça et dans un épisode lambda de la 19e Palame, on passe une demi-heure sur la backstory de Callahan Je serais plus de cet épisode-là, moi. Mais... Ouais. On peut le dropper comme ça parce que on a fait le roi Steven dessus, on a filé un ordre de lecture à tout le monde. Où ils ont le temps d'être prêts. Les gens ont le temps d'être prêts. Et moi, je pense que j'aurais besoin qu'on m'aide à me rappeler tout ce qui se passe exactement pour Callahan et aussi ça. Après, en effet, comme tu dis, il y a l'épisode du roi Steven sur Salem, il suffit d'aller l'écouter et c'est revenu, quoi. Ouais, puis surtout, dans Salem, il se passe pas énormément de choses pour Callahan. Hein. En vrai, c'est dans la Tour Sombre, il refait la backstory. Hein, c'est surtout ce qu'il raconte dans la Tour Sombre, ouais. Okay. Alors, en fait, ça reprend il devrait être mort, il est pas mort, et puis ce qui arrive après. C'est quoi? C'est dans le bar, c'est dans leur post-phase, je crois, de Salem où on a un petit truc, c'est tout, quoi. Mais on pense qu'il meurt, mais il meurt pas là. Je crois. Ok. Bah, très bien. Donc, vraiment, la Tour Sombre suffit à elle-même. Hein, ouais, je pense.
Ouais, la question est vite répondue, alors merci. Et dernier commentaire de Bubun sur le dernier épisode qui dit « J'ai une théorie sur le pourquoi Zef et Émilie n'ont pas le même souvenir de la jeunesse du podcast. C'est parce que c'est votre 19e cycle d'analyse de la Tour Sombre. Du coup, ça se mélange. » J'aime bien. Oui, moi aussi. Et Grand Poil est là, les 19 cycles. Ouais, je suis spectateur. Notre meilleur... Bah non, pas du tout. Notre meilleur compagnon de route. C'est vrai que c'est notre... En fait, Hot, c'est un petit poil. Dans l'idée. Et toi, t'as un grand poil. Écoute, je prends. Ça me va. Ça me va aussi. C'est tout pour cette section de commentaires. Est-ce que nous avons un résumé de l'épisode précédent ? Évidemment. Ah. Écrit à 20h30, entre 20h30 et 20h32, sachant qu'on enregistre à 20h30 et que j'avais 2 minutes de retard. Oui, mais t'es malade, t'es excusé. Non, en vrai, c'est à cause du sport, c'est pas la maladie. La tension continue de monter entre 2 points. -1. Roland et son cathette. À la ligne, 2. souligné. Le cathette et les chasseurs des cercueils. -3. Suzanne et sa tante. -4. Sa tante et Jonas. Jonas, donc, qui fait aussi le premier move vers le cathette et va littéralement pisser dans les bottes du cathette. C'est pas dans les bottes, on sait. Oui. Suzanne manque de peu de se faire trahir par la sorcière. J'étais pas d'accord avec ce mot, mais c'était sur l'arrache. Donnant une bonne raison à Cuthbert de raisonner Roland. Voilà. Très bien, merci. Peut-être juste avant qu'on commence, une question qui me vient à l'esprit là. À votre avis, les chasseurs du cercueil, ils forment un cathette ou pas ? Oui. Oui, bien sûr. Eh ben moi, j'aurais dit que non. Hein. On avait déjà établi que un cathette, il est formé pas forcément de personnes, c'est pas forcément un cercle d'amitié, et que du coup, en fait, Roland, les chasseurs, enfin le cathette de Roland, le cathette resserré entre guillemets avec ses 2 copains, même Suzanne, on peut la comprendre dedans, et les 3 grands chasseurs du cercueil. Et à certains aspects, Réa, Coraline et Cordelia, c'est un cathette aussi. C'est des gens dont les destins sont liés pour le bien, pour le mal, qui s'entendent pas. Je crois que c'est une des définitions qu'on avait trouvées du cathette, que Roland avait donné même dans un des épisodes autour de 8-9, un truc comme ça. Pourquoi pour toi c'est pas le cas ? Pour moi, c'est pas le cas, parce que, alors déjà, ils ont pas en dehors de leur but commun, ils ont vraiment aucune affinité entre eux, ils ont pas comment dire, cette espèce de respect qu'on voit donc quand un cathette dont on nous a parlé se forme, ce lien qu'il y a entre tous les membres, le côté on est dans la tête les uns des autres, on partage vraiment beaucoup de choses. Il y a aucun indice là-dessus sur les chasseurs du cercueil. C'est vraiment deux perdus qui obéissent aux ordres de Jonas, et puis c'est tout pour moi. Il y a pas je vois vraiment pas l'aspect cathette dans leur relation, dans la façon dont elle nous est décrite. Je suis assez d'accord sur tes arguments. Pour moi, c'est pas ça la définition d'un cathette. C'est des gens dont le destin est lié, dans l'idée, ou dont le cas dépend un peu des autres, et ce que veut le cas pour... en fait, ils sont un peu tous interdépendants, dans le sens où ils sont obligés à un moment donné d'interagir et de se batailler, ou soit de s'entendre pour tous avancer dans la direction dans laquelle ils sont censés avancer. Et du coup, pour moi, le cathette, c'est plus dans cette définition-là de, à un moment donné, nos destins sont liés, et plus que le côté où on doit marcher forcément ensemble pour aller vers ce destin-là. Qu'on s'entende ou pas, qu'on s'apprécie ou pas. Zaf, t'es en train de regarder Concordance, c'est ça ? Ouais, je suis en train de regarder, il est long le passage. Littéralement signifie un tout fait de plusieurs. K fait référence au destin, tête au groupe de personnes partageant un intérêt ou des buts. Le cathète, c'est l'endroit où les destinées individuelles sont réunies par le destin. Il ne peut être modifié par la volonté d'un seul, mais il peut être appréhendé, connu et compris. Les philosophes de Gilead établirent que le cathète ne pouvait être brisé que par la mort ou la trahison. Néanmoins, Cort, l'instructeur de Roland, maintenait que ni la mort ni la trahison n'auraient la force de rompre les liens du cathète, puisque ces événements étaient eux-mêmes liés au cas, au destin. Ouais, ça j'avoue, c'est fort. Chaque membre du cathète est une pièce du puzzle. Pris séparément, chaque morceau est un mystère, mais réuni. Pris séparément, les pièces forment une image plus vaste. Il faut plusieurs cathètes pour compléter l'image, ou la tapisserie. Les cathètes se chevauchent parfois, et dans les intersections
se trouvent certains membres. Un individu peut être un membre partiel d'un cathète, comme Roland le dit, alors qu'il poursuit Jake dans le dédale souterrain de Lude. Contrairement à Hot, le bad fouilleux qui suit Jake par pur instinct et grâce à son odorat. Les membres d'un cathète sont attirés les uns vers les autres. Roland croit ne pas faire complètement partie du groupe de Jake. Il peut partager des pensées avec eux, mais sa destinée se distingue légèrement de celle de ses compagnons. Peut-être cela vient-il du fait que Roland est d'un autre monde, mais cette explication ne suffit pas en soi. Après tout, Hot vient non seulement d'un autre monde, mais il est en plus d'une espèce différente. C'est bientôt fini. Le cathète n'est pas toujours lié par amour, affection ou amitié. Les ennemis forment aussi un cathète. Bien que souvent désignées comme positives ou du moins inévitables, les forces du K/cathète peuvent être aussi une ombre funeste sur nos vies. Dans le cas de Jack, Eddie et Susanna, le cathète qui les unit les lie aussi à la tour sombre et au terrain vague au coin de la rue 46e et de la 2e avenue. Ces lieux où se tenait autrefois la charcuterie fine et artistique Tom et Jerry. Et le cœur serré de leur cathète. J'ai pas compris cette phrase. Et le cœur secret de leur cathète. Ah oui, d'accord, ok. Aucun sens. Ouais, pour moi, en fait, toute la bande de Farson, mais surtout là, toute la bande de chasseurs au cercueil, les gens qui font la garde, qui déplacent le pétroleum, tout ça, oui, c'est un cathète. Il n'est pas limité en nombre, ils partagent un seul et même destin de faire avancer l'anti-K ou le K, on pourrait dire. Je serais plus... je suis assez d'accord. Mais il y a une question à se poser, parce qu'on en parle un peu, vous en parliez dans le Roi Steven sur cimetière, sur la force de l'anti-K, qui est un point intéressant, je trouve, mais rien à voir ici. Continue. Du coup, on est toujours dans la 3e partie. Vienne la moisson, on entame le chapitre 5, l'arc-en-ciel du magicien. 3 jours plus tard, Depape et Reynolds rejoignent Jonas dans une chambre du repos des voyageurs, mais ils ne s'attendaient pas à y trouver Coraline Taurin, et Jonas vêtu d'une simple serviette de douche, ce qui ne laisse que peu de doute sur les événements qui se déroulent ici. Une dizaine d'hommes veillent toujours à Citgo, mais les gamins ne sont toujours pas tombés dans le piège. Le déménagement des citernes se passe bien et l'homme aux rampes noires a déguerpi. On apprend que c'est un surligneur, c'est-à-dire un espèce de stabilo pour mettre en évidence ce qu'il faut mettre en évidence. C'est marrant ça. Et Latigo, oui, le surligneur, c'est rigolo et je suis pas sûre qu'on... En fait, ça me disait rien, donc je suis pas sûre qu'on le retrouve quelque part comme terme ou comme désignation pour Andal. Non, c'est même bizarre, on va dire, dans leur univers de parler de surligneurs comme ça. Oui. Et Latigo a stationné le gros de ses troupes à l'ouest. 100 d'hommes prêts à en découdre. Latigo porte aussi un message. Farson veut que l'on tienne sous surveillance rapprochée les 3 gamins qui pourraient être encore plus dangereux qu'il n'y paraît. Mais Jonas continue à n'en faire un peu qu'à sa tête à ce sujet. Il est confiant que sont leur marche et qu'ils les captureront à temps. Latigo, donc c'est un lieutenant de Farson, mais il n'y a que ça, donc concordance, je le dis juste parce que j'ai regardé. Ok, ouais. Il y a une expression que j'ai pas ultra compris. Il dit... Il avait laissé mots ayant un débit saccadé des régions nord du monde de l'intérieur, où Depape l'avait entendu dire, je cite, « Se faire baiser par un renne était encore considéré comme un sport national, à condition de courir plus lentement que sa sœur. » C'est à peu près la traduction littérale en VO. C'est ultra chelou. J'ai pas compris cette... C'est très imagé, ça sent le préjugé sur des habitants du Nord comme on pourrait avoir. T'imagines qu'un Américain pourrait dire ça d'un Canadien qui vit au fin fond d'une province... Je suis même pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Enfin, tu vois ce que... si on devait trouver une autre expression... Ils ont ouais, voilà, ça, baiseurs de chèvres, ils ont des mœurs étranges et bizarres. Ils sont moins civilisés que nous. Ok, oui, d'accord. C'est ce genre de choses. Ok. Et donc, l'idée de Jonas, le plan, c'est de faire accuser les gamins du meurtre du maire qui est planifié, dont ils ne seront évidemment pas coupables. Et Rimmer aussi va mourir. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui pourra répondre à la dernière demande de Latigo, récupérer la boule de cristal, je cite, fragment de l'arc-en-ciel, auprès de la sorcière. Il faut des gros bras parce qu'elle est sans doute très addicte. Petit point marrant, c'est qu'à un moment, il y a Jonas qui... c'est pas Jonas, c'est un des 2 autres là. Il parle de la rage et il dit « Béni soit la tortue » pour essayer de se prémunir du sort. Ouais, c'est marrant. J'avais 2 points avant. En fait, à un moment, t'as Jonas qui dit... Ce sont pas des jeunes gens, mais des gamins seulement, et si leur venue ici dépend du cas, je sais que Farson s'y intéresse énormément, alors c'est peut-être plutôt notre cas que celui de l'affiliation. Et je crois que c'est Latigo qui répond, malheureusement, il nous faudra renoncer à éclairer l'homme de bien de vos conclusions théologiques. Nous avons fait suivre des radios,
Mais soit elles sont pannes, soit elles fonctionnent pas à cette distance. Personne ne peut trancher. Je déteste ces jeux. De toute façon, les dieux en font des gardes de choses. Nous sommes entre nous coupés du tout, mon ami, pour le meilleur, pour le pire. Et après, je me disais, c'est marrant, il y a un truc de... la lecture du truc, je me disais, tiens, Latigo, il est moins croyant, entre guillemets, sur le cas que le reste. Mais ça me semblait bizarre, quoi. Et effectivement, quand il parle de faire accuser les gens... Et Jonas qui dit, on les accusera de haute trahison, 3 jeunes gens fort bien nés soudoyés par John Farson. Et je disais, putain, c'est fou, quoi, parce que ils savent que c'est eux les méchants dans l'histoire, tu vois. Et ils se servent d'eux-mêmes de John Farson pour se faire accuser des gens trahis. Enfin, c'est... Oh là là, les gars. Ça dit beaucoup de la conscience qu'ils ont de ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, clairement. Les 3 garçons et Suzanne se sont donné rendez-vous au cimetière, lieu que l'on dit hanté. No shit, en même temps, c'est un cimetière. Par un homme s'étant donné la mort après avoir tué sa femme. Une légende qui a sa variante dans chaque ville. Roland est inquiet. Quelques jours plus tôt, la tante de Suzanne lui est tombée dessus. Sur Suzanne, pas sur Roland. La soupçonnant de le fréquenter. En plus, Suzanne se sent souvent épiée. Et a raison. Au final, c'est Maria qui l'aide à sortir en cachette et qui la couvre auprès de sa tante. Vous avez des trucs sur le point 2 ou pas ? Si je vais vite. Non, à part le petit passage où il a dit qu'elle voyait régulièrement une silhouette toute frêle se cacher derrière. C'est ça, ouais. Que j'imagine très bien sa tante dans cette position-là. Oui, ouais, non. Ouais. J'avais noté un point, mais j'ai plus trop intéressant, je crois. J'aimais bien que ce soit un flashback, voilà. Oui, il y a plein de petits flashbacks. Suzanne fait officiellement la rencontre de Alain et Cuthbert. On disait la dernière fois que Cuthbert souffre d'être l'éternel second, et c'est marrant parce que Suzanne, elle se fait une remarque qui est à la fois compréhensible, parce que, c'est un truc que je pense avoir déjà, je pense que je me suis déjà fait cette réflexion-là, où je comprends en tout cas la réflexion qu'elle se fait, qui est, en fait, en l'observant, elle se dit, si je l'avais rencontré en premier, il serait peut-être passé autre chose. Ouais. Et c'est horrible pour Berthe de savoir ça, en fait. Ouais, ça fait mal au cœur. Ouais, et je suis contente que lui, il le sache pas, parce qu'il souffre vraiment d'être cet éternel second dont on parlait la dernière fois. Je pense qu'il le sait un peu, parce qu'il se dit, si c'est moi qui avais été à la place de Roland. Pour moi, je voyais plus ça comme de l'ego de sa part, plus que vraiment d'avoir senti qu'il pouvait se passer un truc. Ah ouais, c'est marrant. Peut-être qu'il a senti qu'il aurait pu se passer un truc. Ouais, moi j'aurais plutôt dit de l'ego aussi sur ce point-là, parce que vraiment... Je pense que Suzanne, il n'y a rien qui va l'attirer dans le tempérament et la façon dont se comporte Cuthbert. Et pourtant... Ah si, du coup. Ouais. Suzanne s'excuse d'avoir causé des soucis. C'est pas sa faute, elle prend la place qu'on a bien voulu lui donner, de toute façon. Et vous comprenez, elle est amoureuse, évidemment. Alain et Berthe lui pardonnent. Le catet est réuni et chacun sent sa force. Les garçons font le récap des événements à Suzanne et exposent leur théorie sur Farson qui vole le pétrole pour aller le faire raffiner à l'ouest, où il y a des robots au rayon laser. Le pétrole le servira à faire fonctionner les armes des vieux peuples et mener des batailles surprises contre ceux qu'ils penseront pris au piège dans les manches Chaved. Il y a quand même un truc sur pas mal de petites références dans les 3 chapitres qu'on va lire là, où je comprends maintenant les gens qui disaient, pour moi, c'est nous, mais dans le futur. Ouais, parce que plus tard, il y a une Chevrolet, on sait pas ce que c'est une Chevrolet. Là, on nous parle, ils vont raffiner du pétrole pour les armes des vieux peuples. Ouais, il y a plein de trucs, tu vois. Tu parlais tout à l'heure, Zef, de radio. Tu te dis, en fait, oui, c'est des trucs de notre époque, dans un monde qui est en désolation, donc on est après nous, tu vois. En fait. Ouais. J'ai noté que donc ils se donnent rendez-vous dans un cimetière, enfin dans un, comment ça s'appelle, petite maison de cimetière où on met les gens morts. Je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus, une petite maison de cimetière. Je sais pas, on appelle ça, les trucs mausolée. Morts. Mausolée, merci. Pardon, putain, et dans lequel il y a des pétales de rose fanées qui jonchent le sol. Oh. Voilà. Quelque part à l'ouest, en cours de route, dit Cuthbert, nous pensons probablement dans le Vicassis, vous connaissez, c'est un pays minier, j'ai entendu parler, je n'ai jamais quitté Ambry de ma naissance. Elle regarda Roland tranquillement, mais je crois que ça va bientôt changer. Lol. Voilà. C'est beau l'espoir. Non, mais c'est vraiment les petites phrases, c'est marrant. Et effectivement, des robots et ainsi de suite, c'est trop bien. Ouais. Robot tueur! Tiens, trop bien. Leur plan à eux est simple, mettre le feu au pétrole et s'enfuir. Ils savent que les hommes de main de Farson vont agir le jour de la moisson, parce que les garçons ont été invités à ne pas se joindre à la fête, sous un prétexte mensonger, l'idée étant qu'il n'ait pas d'alibi pour les accuser des vols dont les hommes de Farson sont en fait responsables. Les garçons vont les prendre par surprise et tuer les 200 soldats en les attirant dans la tramée grâce à un glissement de terrain. Quand on sait la suite, on se dit, ils se sont fait doubler
Ah bah c'est je sais que tu sais que je sais, et puis en fait il y en a un qui avait une étape d'avance, quoi. Ouais. Moi je me souvenais pas que c'était... En vrai, je me souvenais pas forcément de tous ces détails-là, donc je me souvenais pas que les derniers au bout du je sais que tu sais que je sais, en fait ceux qui savent le mieux c'est les autres, c'est pas eux. Ouais. Ils seront coincés dans le canyon quoi qu'il arrive, puisqu'ils comptent mettre le feu aux broussailles entassées à l'entrée. Ça paraît cruel, surtout que beaucoup des soldats seront certainement aussi jeunes qu'eux, mais ce ne sont que 200 âmes sacrifiées pour en sauver bien plus. Suzanne, elle s'occupera d'allumer le feu. Ouais. Allumer. La tuerie se fera en méthode agile. Le plan est clair, mais uniquement dans les grandes lignes pour réagir rapidement en cas d'imprévu. Il faut itérer, Et Chimie ne le sait pas encore, mais il jouera un rôle aussi. Il a fallu convaincre le bon Cuthbert en lui promettant qu'ils partiront d'ici avec lui. Ouais. Oui, Cuthbert, c'est le meilleur. J'avais zappé que Chimie jouait vraiment un rôle dans tout ça, en fait, qui était important. C'est ouf. Alain et Cuthbert sont d'accord pour se dire que la sorcière n'est pas un risque. Suzanne parle de lune rose sans savoir pourquoi, et c'est marrant qu'elle sente le cristal et son influence. Et cette référence à la lune rose, ça met complètement Roland en PLS, parce que juste avant leur départ, son père l'a mis en garde contre le rose, je cite, « C'est le pomelo, par là j'entends le rose ». Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est au détour d'une phrase qui est dit « Et je peux vous donner une meilleure raison que sa parenté avec Art pour vous méfier d'elle, dit Suzanne. D'après ma tante, elle fréquente Eldred Jonas. Pauvre tante corde. » En parlant je crois, c'est celle qui se fait étrangler de Caroline Thorin. Coraline, pardon. Coral en VO et Coraline en VF. Ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que, ah oui, mais c'est vrai que la tante se fait pas... Ben non. Ah non. Voilà. Non, tout lui passe sous Elle a tout perdu. La baise, l'argent, tout. Ouais. C'est génial. Et le père Roland qui voit que le rose... En fait, la trace d'humour qui disparaît du visage de Cuthbert, c'est assez marquant. J'aime beaucoup. Et effectivement, ce petit rappel de rose du père de Roland, enfin, par le père de Roland, c'est incroyable, je trouve. J'ai trop kiffé, je trouvais ça si cool comme moment. Et pour comprendre ce que Suzanne sait malgré elle, Roland l'hypnotise Fissa, parce que la première fois qu'il l'a hypnotisée, quand elle a raconté la fois où Réa l'a hypnotisée, ses souvenirs se sont arrêtés quand tout devient rose. Donc ça commence à faire beaucoup de roses et beaucoup de coïncidences. Il y a forcément quelque chose qui se cache là. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me suis demandé aussi, King, on sait qu'il connaît des mots de français, parce qu'il aime bien mettre des mots de français dans ses textes. Dans quelle mesure il était au courant que pink, ça voulait dire rose, parce que est-ce que c'est en parlant de coïncidence et de rose, est-ce que c'est une coïncidence ou pas que la boule, une des boules qu'on voit le plus et qui fout le plus le bordel, ce soit la boule qui est rose, alors qu'on parle tout le temps de... les roses, elles sont rouges, certes, mais des fleurs qui sont roses. Et donc, dans quelle mesure il savait que, en parlant de pink, ça pouvait aussi faire référence, dans certaines langues, à la fleur qui pousse au pied de la tour sombre? Ou est-ce que c'est trop tiré par les cheveux? C'est un poil tiré par les cheveux pour moi. Mais on est là pour ça. Mais c'est son inconscient qui a parlé pour lui, quoi. J'aimerais que ce soit vrai. Moi, je me dis, il l'a fait en le sachant, mais sans savoir qu'il le savait. Tu vois, il a l'information quelque part en lui et elle sort comme ça, mais il l'a pas conscientisé. Ouais, c'est la tour, quoi, qui lui a donné. Exactement. C'est validé. Il me faudrait un jingle genre, c'est validé. Donc, flashback au moment du départ des garçons de Gilead. Le père de Roland leur dit de garder l'œil ouvert pour une certaine couleur de l'arc-en-ciel du magicien, le cristal rose. Steven Deschamps raconte la légende du magicien et ses boules de cristal. 12 pour chaque gardien et une 13e noire pour le centre de connexion des rayons. Une boule noire pour la tour sombre, ça paraît évident. Je sais pas, parce que quand il dit ça, t'as Roland qui dit tout de suite « Une pour la tour », dit Roland, faut pas se sentant gagné par la chair de Toul. « Une pour la tour sombre ». Le mec, il est déjà accro, quoi. C'est ça, il a déjà... on dirait Grimal, il me manque de serpent dans un coin, en disant « Une pour la tour, alors, mon maître ». Ma dose n'est pas loin. Le mec... C'est complètement ça. Ouais. J'aime bien parce que même le père, il drop une petite bombe en disant mais la noire, la 13e, elle n'est pas importante pour vous trois. Pas encore, du moins. Tu sais, je l'imagine dans un coin, au coin du feu, en train de raconter l'histoire et dire pas encore. Tu sens le drop de ouf, quoi, tu vois. Et beaucoup de légendes existent sur la boule noire qui serait maléfique, mais pour le moment, c'est de la rose dont ils doivent se méfier. La plupart des autres boules sont sûrement brisées. Il n'en resterait que 4 ou 5, toutes avec des propriétés différentes, dont le fait de montrer les portes qui mènent à d'autres. Et ça, nous, on le verra plus tard. Petite préparation.
Oui, et ça va les petites bombes qui nous lâchent le père là en mode ouais, il y en a d'autres, on sait pas trop, elles ont disparu. La verte et la orange, elles doivent être à Lude. Ok. Oui, c'est exactement ça. C'est pourquoi on l'a pas vu? Pourquoi juste drop le truc quoi, tu vois. Les gars, ils sont passés à côté de 2 boules de Merlin, comme ça, comme As, puis on s'en bat les couilles. Juste après, il dit « Avoir certaines couleurs de l'essentiel du magicien permettent de jeter un coup d'œil dans l'avenir, c'est ce que tu disais, d'autres à regarder dans d'autres mondes, ceux où vivent les démons, ceux où le vieux peuple est censé être allé quand il a quitté notre monde. » Voilà, encore une fois, drop le truc, tranquille, on est bien, quoi. Et elle ne voit jamais le bien, seulement le mal, mais ça, on l'avait déjà annoncé. Cette particularité-là, elle est... Tu vois, on se dit, ça voit que le mal, ça peut être maléfique, mais ce que nous dit le père, c'est qu'a priori, seule la 13e serait maléfique. Ouais, mais est-ce qu'elles sont interconnectées? Est-ce que du coup, c'est pas que la 13e va forcément être... ensemer les autres en négatif, quoi, tu vois. Et moi, ce que j'aurais voulu, mais du coup, je suis pas sûr qu'il y ait d'infos là-dessus. En tout cas, j'en ai pas cherché, j'en ai pas trouvé. Parce que je peux pas chercher. La 13e, c'est la tour. Mais toutes les autres couleurs, on sait pas à qui elles sont liées. Non. Du coup, la rose, ça pourrait être les Chardic ou Garuda, ou tu vois, enfin, on sait pas en fait. Tu vois, je trouve ça super questionnant. Tu veux en savoir plus. Tu veux en savoir plus. Ouais, de ouf. Et pour revenir sur ce que je disais, sur le fait que on dit que les boules sont habitées, bizarrement dit cette phrase, boule est habitée. Il y a un contre-prêtrie à faire, je trouve. Il y a boule et bit, donc oui, voilà, quelque chose. Voilà. Tu as énoncé tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Pardon. Et c'est pas écrit par Peyo. Jean-Michel, subtilité pour vous ça. S'il s'agit de l'une des bandes de l'arc-en-ciel, répliqua bande, je dirais, j'ai plus rien. Donc s'il s'agit de l'une des bandes de l'arc-en-ciel, répliqua Steven, elle pourrait se trouver n'importe où, à l'est, au sud, tout autant qu'à l'ouest. Il ne peut pas la garder tout sur lui, avec lui tout le temps, tu vois. Même si ça lui tranquilliserait énormément le cœur et l'esprit, il ne pourrait pas et personne ne le peut. Et pourquoi ? Demande le petit Roland. Parce qu'elles sont vivantes et affamées, dit Steven. Celui qui l'utilise finit utilisé par elle. Si Farson posait un morceau de l'arc-en-ciel, il l'aura expédié au loin et blablabla. Vivante et affamée. Clairement, il y a quelque chose qui vit à l'intérieur. Moi, je reste sur cette idée du démon. Clairement, il y a quelque chose qui fait vivre ces boules. J'étais en train de chercher si on peut d'une certaine façon relier certaines boules à certains gardiens, mais même en fait je pense qu'on voit moins les gardiens que les boules et on en sait pas mal quand même sur les pouvoirs, une qui est réputée pour la lévitation, une pour les secrets de la télépathie et tout, mais en fait on n'a pas d'histoire de tel gardien il gardait en lévitant, tel gardien il était télépathe, donc on peut pas trop les relier. Je sais pas dans la clé des vents où ils en reparlent, les boules, justement, où quand ils croisent Merlin, là, il n'est pas vu qu'il en reparle, j'ai un doute. Ouais, c'est possible, mais ils donnent pas de détails non plus. Parce qu'ils croisent Merlin dans la clé des vents qui est transformée en tigre et bloqué là. Oui, ça. Oui. Parce que dans la discussion dont on parlait tout à l'heure, qui est en train de se faire dans le fil de discussion de la Tour Sombre, là, sur le, suite aux commentaires sur, en effet, Merlin serait dans la boule rose, je sais que Dead Hunter avait commencé à réagir en disant, si on s'en tient à ce qu'il dit dans la clé des vents sur Merlin, sur la boule, ça tient pas la route, tout ça. Donc, oui, il y a des choses à aller chercher là aussi. Et donc la boule rose, elle semble être entre les mains de Farson, et ce n'est sans doute pas un hasard s'il gagne toutes les batailles, alors qu'une lueur rose brille dans sa tente avant chaque combat. Et certes, Farson n'est pas Amégis, mais il sait que les boules sont voraces. Il ne faut pas en abuser, sinon elles vous dévorent. Donc il la tient sûrement éloignée en attendant d'en avoir réellement besoin. Et moi, là, j'aime bien la façon qu'a King de nous donner un flashback pour, en fait, nous montrer juste une info que Roland a, et où nous, on comprend, du coup, cette info-là, l'implication qu'elle a sur des choses dont Roland n'a pas connaissance. C'est-à-dire maintenant on comprend pourquoi Rhea a la boule, on comprend pourquoi Farson il l'a pas, et on comprend pourquoi il faut aller la chercher, parce que Farson est vraiment en train de préparer une bataille, et que c'est grâce à la boule qu'il gagne les batailles, parce que ça doit certainement lui permettre de voir et d'anticiper certaines choses, et que c'est pour ça qu'il gagne, et que du coup là en fait s'ils vont la récupérer, c'est parce que vraiment la bataille arrive et que ça va vraiment barder. Et j'aime bien que nous que Roland il a un détail mais qu'il n'ait pas les implications, et que nous on ait les implications malgré lui. Tout commence vraiment à s'imbriquer, c'est hyper agréable. Ouais, en fait, c'est en narration, c'est assez classique, mais ça marche bien parce qu'il te donne beaucoup d'infos d'un coup. En fait, c'est intéressant. Ouais. Mais surtout, il donne les infos des deux côtés, donc ce qui nous permet d'avoir cette impression que je sais pas comment on pourrait dire, mais
d'appréhension pour le héros qui va se faire piéger parce qu'il n'a pas l'info que nous, lecteurs, on a déjà récupéré. Mis en garde, les garçons partent et Roland, qui aperçoit sa mère en larmes à une fenêtre, ne lui rend pas son salut. Oh, grave. Retour au premier niveau de flashback, Roland ramène Suzanne au moment où Réa chuchote à son oreille et où tout est rose, puis Alain prend le relais et grâce à son touch réussit à lui soutirer les infos. Et j'aime bien imaginer cette scène, on le disait tout à l'heure, ils sont dans un mausolée, dans un cimetière qui est réputé hanté, on a une gamine qui est en train de se faire hypnotiser et les autres ils sont en train de la regarder, en train d'imiter une sorcière qui est en train elle-même de l'hypnotiser et c'est la nuit. Et tu te dis, c'était ouf. Jamais, ça va les traumatiser. Des gamins de 14 ans qui jouent dans un cimetière, quoi, tu vois. Oui, qui jouent à se faire peur presque, tu vois, alors qu'en fait c'est sérieux. En plus, ils jouent pas à se faire peur, mais évidemment qui se chient dessus, tu vois. Moi, j'aime bien le début du passage 8 où Roland est rappelé à la réalité par Cuthbert. Parce qu'il est en train de créer une histoire et nous la raconter. Et du coup, le temps passe plus de la même façon, tu vois. Non, mais c'est trop bien. Parce que du coup, en fait, il est en train de se raconter l'histoire dans un autre niveau, du coup. De la souvenir, il la raconte dans le passage du bouquin. Et t'as Cuthbert qui le sort de ça. Parce que tu vois, il y a un truc de ça dure longtemps ce que tu fais en fait. Mais comme Eddie, des fois, le sort de ce qu'il raconte pour lui poser des questions. Exactement ça. Et c'est trop bien. Marrant. C'est trop bien. Ouais, c'est cool. Et c'est cohérent parce que ça vient toujours de Roland. Ouais. D'ailleurs, il y a un passage où je suis obligé de faire mon mea culpa par rapport à l'épisode d'avant. Voilà. Ok. On y reviendra. Suzanne rejoue la scène de l'hypnose de Réa et donne une info importante. Le rose, c'est dû au glam, à la lune, dit elle-même, qu'elle garde sous son lit. Alors qu'elle s'emplit de convoitise envers la lune rose, les garçons la réveillent en laissant ses souvenirs intacts. Donc même en se souvenant de ce qu'elle a vu, qu'elle avait oublié à cause de l'hypnose de Réa, elle a commencé à avoir envie de la lune rose dont elle se souvenait pas. C'est dire aussi le pouvoir qu'a ce cristal, quoi. En fait, c'est plus que le cristal veut être découvert pour tomber dans les mains de quelqu'un d'autre, en fait. De le fait, c'est presque l'anneau de pouvoir, en fait. Oui, j'allais dire l'anneau unique. Ouais, c'est exactement clairement. Ça. C'est mi-palantir, mi-anneau unique. Ouais, complètement. Les palantirs, elles n'ont pas de volonté propre parce que ça sert plus l'utilisateur, mais c'est exactement le même cas, exactement. Sur le retour, tout le monde est d'accord pour se dire qu'il faut récupérer le cristal sans savoir exactement ce qu'ils en feront ensuite. Dans le ciel, la lune a beaucoup grossi. On y distingue presque le profil du démon. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils y voient un profil de démon comme nous, on y voit un visage. Le catet se sépare en rêvant des jours meilleurs à venir quand ils seront tous et toutes à Mégis. Je cite. Mais au-dessus d'eux, la lune du démon ricanait dans l'obscurité étoilée qui s'étendait sur la mer limpide, comme si elle avait connaissance d'un avenir différent. Et j'aime bien de me dire, ils ont une version, en fait, ils ont une lune, c'est jamais qu'un satellite terrestre, en tout cas, un satellite autour d'une planète habitable. Même pas forcément habitable, tu me diras, et que eux, du coup, leur mer limpide, c'est notre mer de la tranquillité. En fait, il a retranscrit... En fait, c'est là où tu te dis, mais les gars, c'est notre monde, juste ils ont un autre mot pour dire le visage de la dame qui voit, et la mer de la tranquillité, ils l'appellent la mer limpide, et basta, quoi. Et c'est tout. C'est marrant. Mais du coup, ils voient la même face que nous. Donc, c'est bien. Oui, c'est marrant. Après, je crois que suivant où tu es sur la planète Terre, tu vois pas exactement la même lune que... Oui, c'est pour ça que je dis ça. Donc, on voit bien que c'est juste qu'elle est tournée géographiquement, ça se passe de notre côté de la Terre, tu vois. Si on se dit que ça se passe sur la Terre. Parce qu'ils ont la même image de la lune que nous, sauf qu'ils l'appellent pas de la même façon. Exact. Juste, j'aime bien le petit passage de Roland qui dit c'est Alain en parlant à Suzanne en disant c'est Alain que tu dois remercier. Seul, je n'aurais pas réussi. Et elle a dit il a de la magie dans ses mains. Coquine. Voilà. Chapitre 6, la clôture de l'année. Le narrateur extérieur continue de nous peindre le décor de la ville qui s'agite au changement de saison et à l'approche de la fête de la moisson et la fine des agneaux, avec les rafales d'automne qui apporteront bientôt la neige. Plus personne n'a de rapport sexuel non plus, mais le soir de la nuit de la moisson, ça reprendra pour tout le monde, d'un coup, et 9 mois plus tard, plein d'enfants naîtront en même temps. On brûle des pantins en taisant de quel dieu on essaye d'attirer les faveurs, même si certains des hommes qui se réunissent près de ces brasiers murmurent charioterie. Et il me semble pas qu'à ce moment-là, on sache encore ce que veut dire charioterie, non? Non, il le dit un peu plus tard. Non, il le dit pas un peu plus tard. Il dit qu'ils ont un mot qui est proche de Charlie, qui veut dire la mort, mais il dit pas que c'est charioterie. Non, dans le tome 3, quand il parle de Charlie, il dit que char, c'est la mort, déjà. Ok, d'accord.
Mais cette année, il y a quelque chose de différent dans cette ambiance de fin d'année, de semaine qui précède la nuit de la moisson. Certains rêveurs apaisés se mettent à faire des cauchemars, des pacifistes se bagarrent, des gamins fuguent et disparaissent. Je cite, « Les choses vont de travers cette année », nous glisse le narrateur, et il nous explique pourquoi. Ici va se dessiner la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, le point de départ sanglant d'une quête sans fin. Je cite, « Au milieu de son champ de roses, la tour sombre réclame son dû ». Je me dis, oh là là. J'adore les passages quand c'est le narrateur extérieur qui nous pose le décor en disant, je vous prends par la main, je vous montre, ça va barder. C'est vraiment, pour moi, c'est full Roméo et Juliette, et c'est une des choses que je préfère dans la narration de Roméo et Juliette, qui nous dit, regardez, je vous offre sur un plateau cette histoire, et regardez, en fait, juste ça va dégénérer. Ça marche trop bien. J'aime bien parce que quand tu lis pour la première fois, je recherche le passage, pardon. Quand il dit c'est le cycle infini, là. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Ouais, j'étais sûr. Au moment où je l'ai dit, je me suis dit, ils vont dire ça. Dernier grand conflit entre deux mondes débutera alors. C'est à partir d'ici que le sang se mettra à couler. Au bout de 2 ans, pas davantage, le monde tel qu'il aura balayé à jamais. Tout part d'ici, au milieu de son champ de rose. Ah, mais non. Pas du tout. J'ai rêvé le passage. C'est pas possible. T'es sur la fin du point 1, donc ouais. Ouais, j'ai rêvé le passage, mais c'est pas grave. Okay. Et j'adorais ce passage aussi. Coralie est de bonne humeur puisque Jonas n'en a que faire de l'abstinence sexuelle du reste du village et se révèle être plutôt douée en la matière. Elle discute rapidement avec Chimie qui se rend à front de mer avec des tonneaux de graphes. Nombreux sont ceux qui vont fêter la moisson et l'alcool va couler à flot. Pas de doute que cette année, la moisson sera chaude, pense Coraline. Encore une habile... Je sais pas à quel point King il fait exprès de le feu, ça va brûler, il va faire chaud. C'est à un moment donné, les indices, ils sont là, quoi. La température monte. À front de mer, Chimie livre le contenu des tonneaux à Miguel et repart avec les tonneaux vides qu'il amène à Suzanne qui est cachée dans une remise. Donc tous les deux cachés dans la remise avec les tonneaux, ils en sèchent l'intérieur et les remplissent de pétards et de feux d'artifice. Il y en a tellement de toute façon dans la remise, qui au passage sent aussi la poudre à fusil, que personne ne remarquera ceux qu'ils viennent de voler. Le plan est que Chimie les livre aux garçons au barca. S'il est interrogé, c'est facile, il dira qu'il livre du graphe doux aux garçons qui sont privés de fête. Reynolds aussi sent la hantise gagner la ville à mesure que la fête de la moisson approche. Et c'est là où au pétroleum, il attache son cheval à une carcasse de voiture, une Chevrolet. Mot mystère, nous dit-on. Et moi, j'aime bien de me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle a été amenée par des grands anciens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est eux qui sont venus chez nous? Est-ce que c'est nous qui sommes allés chez eux? On ne sait pas. Moi, j'aime bien le fait qu'il gare son cheval à côté dans un parking et à côté très Last of Us. Je trouve bien. Oui, ah oui, c'est la voiture de l'ancien contremaître du pétroleum. Ah, complètement. Oui, c'est ça, complètement. Il rejoint les 12 hommes bien planqués qui veillent et commence à s'impatienter. Et au cas où on en doute encore, l'embuscade n'a que pour but de tuer les garçons, même si les 12 hommes ici présents ont l'air bien mal armés. D'ailleurs, il y a un des mecs là dans le groupe qui s'appelle Callahan. Oui, on l'avait déjà dit, qu'il y avait un Callahan. Ouais, c'est marrant. De son côté, Rhea est bloquée devant son cristal, son serpent pourrissant autour du cou, tête recousue au corps, baignant dans ses propres déjections puisqu'elle a oublié d'aller aux toilettes, tellement elle est happée par les mesquineries de la baronnerie qu'elle voit. Mais perdre ses forces vitales pour voir le plus sombre des habitants, ça vaut largement le coup et de toute façon, elle ne s'en rend même pas compte. Ouais, j'adore ce passage, il est incroyable. Il est crasseux, mais c'est trop bien, putain, voir la déchéance. Même son chat, qui s'appelle Moisine, l'approche plus. Ouais. Oui. Vraiment la déchéance. En fait, j'imagine même pas la volonté qu'a le cristal pour pouvoir la happer au point de, sachant que c'est quand même Rhea, quoi, qui enfin, la volonté, elle en a, tu vois. Et c'est ouf qu'elle se fasse bouffer comme ça, genre un truc. Et effectivement, il dérobe son anime, son anima, je crois, qui parle Anima, de ça. Anima, qui est vraiment son énergie vitale, quoi. Clairement, il y a quelque chose qui se nourrit d'elle, quoi. Ouais. En ville, les gamins que Jonas avait menacés de son arme sont occupés à torturer un chien. Et à Verrou Canyon, Berthe combat l'appel de la tramée qui lui dit de tout abandonner, mais heureusement, Alain le sort de sa rêverie. Oh là là, putain, ce passage aussi. Déjà, le passage des gamins, s'il fallait encore prouver qu'on était dans le mal absolu de la ville, voilà. Ouais.
Et ouais, j'avais noté, j'ai hâte du tome suivant où on reparle de la tramée, de comment elle parle aux gens et comment elle essaie de les attirer et ainsi de suite. Là, c'est parfait quoi. Vraiment, le petit passage de viens donc, Berthe, laisse tous ces idioties derrière toi. Les tambours, l'orgueil, la peur de la mort, la solitude dont tu te moques, parce qu'à part rire aux éclats, tu ne sais que faire. Abandonne aussi cette fille. Tu l'aimes, cette femme. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Et même si tu ne l'aimes pas, tu la désires. C'est triste qu'elle soit amoureuse de ton ami et non de toi. Mais si tu viens à moi, tout cela aura tôt fait de ne plus te tourmenter. Et viens donc, qu'est-ce que tu attends? Ça, c'est vraiment insidieux, quoi. C'est parfait. Ouais, j'étais en train de me dire... Qu'est-ce qu'elle me dirait à la tramée, tu vois? On sait tous ce qu'elle nous dirait à la tramée, et on le dira pas ici. Parce que je pense qu'elle parle à ton désespoir, quoi. Ouais, bien sûr. Et les côtés les plus sombres que tu veux pas admettre, mais que tout le monde a, tu vois, c'est vraiment des choses que tu penses, mais que tu réalises pas, et que tu penses sans vraiment les penser, mais qui sont là. Enfin, tu vois, c'est des pensées flash, comme un peu ce qu'on fait je crois que c'est de l'anxiété d'impulsion, des trucs comme ça, de ce moment où tu te dis, bah tiens, qu'est-ce que ça ferait si je me jetais sous le métro? Qu'est-ce que ça ferait si je me plantais cette fourchette? Moi, j'ai ça sans arrêt, tu vois. Et en fait, c'est des flashs qui te passent et qui restent pas et qui ont pas d'incidence et tout, mais la tramée, elle vient jouer sur ces trucs-là. Et moi, c'est plus de la curiosité que de l'anxiété. Oui, mais je crois qu'on avait déjà parlé ici, ou peut-être pas, mais j'ai beaucoup eu cette conversation de si on vous dit demain que vous pouvez remonter le temps à tout moment, est-ce que par curiosité vous allez tuer quelqu'un ou pas? Moi, je me dis j'aurais trop peur qu'en fait ça marche pas de remonter le temps et que tu vois comme dans Un jour sans fin où tu te dis en fait c'est le jour où il va tuer quelqu'un que le truc il va arrêter de revenir à chaque fois au matin même et en fait il va rester coincé avec le fait qu'il ait tué quelqu'un. Mais évidemment que tout le monde sait déjà, enfin peut-être pas tout le monde, mais moi évidemment que je me suis déjà posé la question. Ouais. Sans jamais avoir envie de le faire pour autant, mais la question s'est posée, quoi. Ouais. Les garçons creusent une tranchée et dispersent la poudre qu'ils ont extrait des plus petits pétards rapportés par Chimie. Aucune chance que le vent emporte la poudre bien protégée par la tramée et les broussailles. Par contre, il faut espérer qu'il ne pleuvra pas. C'est le cas. Oui. En repartant, ils font évidemment un détour pour ne pas se faire repérer, mais eux, en tout cas, ils voient bien les citernes et les cavaliers à la roche suspendue. À ce stade, les garçons ne savent pas si leur plan sera un succès, mais quoi qu'il arrive, ils vont marquer les esprits. J'adore. Ça. La semaine qui précède la fête de la moisson, c'est traditionnellement une semaine assez politique, avec plein de monde qui vient réseauter, Suzanne et Olive faisant de la déco et servant le thé dans des robes que Suzanne déteste. 3 jours avant la moisson, elle parvient à s'éclipser et à aller en douce à l'écurie de la maison de sa tante, où elle est submergée par l'émotion en voyant des affaires de son père. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait ici, c'est le cas, mais trouve ce qu'elle ne cherchait pas dans les registres de son père qu'elle s'est mise à feuilleter. Dans le plus récent, il manque les 10 dernières pages, certainement pas du fait de son père qui prenait soin du papier, ce qui continue de convaincre Suzanne d'une terrible évidence, il a été tué. J'aime bien on y voyait une rangée de registres reliés cuir, trésor inestimable dans une société où le secret de la fabrication du papier s'était perdu. Je me dis, les mecs, ils savent faire de la poudre noire et des flingues, mais alors le papier, on sait pas. Bah, les priorités ont changé. Ouais, les priorités ont changé, quoi. Le papier et le papyrus, c'est un truc qu'on fait depuis la nuit des temps. Mais alors, la poudre noire et la guerre, ça, par contre, c'est plus important, quoi. Putain. Ouais. Mais elle n'a pas le temps d'y penser longtemps puisqu'elle se fait choper par la vieille Cordelia, probablement celle qui a arraché les pages, à bien y penser. Tante Cordelia se laisse aller depuis qu'il y a des rumeurs sur Eldred et Coraline. Ivre de colère et de jalousie, elle harcèle sexuellement Suzanne, qui ne cède pas et se défend. Et après quelques hurlements et des petites bagarres que j'élude, mais sur lesquelles vous pouvez revenir si vous voulez, Suzanne repart, évidemment bouleversée. Vraiment c'est de pire en pire entre les deux. La désespérance elle est ouf, quoi, vraiment. Elle se sentait mal en pis depuis les racontards sur l'île de Jonas et Coraline. Vous êtes allé retrouver Saïd Airborne. Est-ce que ta fente est encore humide de sa gicle? Vraiment la vulgarité pure, quoi. Et vraiment la connasse au sens propre du teint. Tu parles à ta nièce. Ouais. C'est vraiment l'enfer, quoi. C'est ta famille. Ouais, c'est un manque de respect. Je me souviens que vous aviez encore de l'empathie pour elle au précédent épisode. Ben, en vrai, moi, je suis rempli d'empathie pour elle, en vrai. Parce que elle est juste méchante parce qu'elle a plus rien, en fait. Tu vois, en fait, c'est vraiment un destin de vie. Elle était méchante avant. C'est pas le cas, tu vois.
Genre, c'est pas le cas qui l'a rendu comme, c'est pas le cas qui fait en sorte qu'elle soit... Non. C'est juste un destin de vie qui est mal barré, en fait, tu vois. Elle a fait des choix qui sont avérés très mauvais. C'est son tort, mais tu vois, il y a tout qui a tourné contre elle tout le temps, en fait, tu vois. Et, enfin, je sais pas, je le vois comme ça, je le vois, en fait, comme la femme qui a jamais rien eu, en fait. Qui a acerbe parce qu'elle a jamais rien eu, en fait. Je veux dire, personne l'a jamais aimé. D'amour, tu vois, elle a jamais rencontré le grand amour. On sait pas ce qu'elle foutait à vivre avec son frère, et tu vois, il y a tout un aspect de, elle a été abandonnée, en fait. Personne l'a jamais aimée, personne l'a pris sous son aile. Peut-être que elle a une vie de merde, et c'est ça qui la rend aussi acerbe au fur et à mesure, en fait. Et moi, ça me rend ultra triste pour elle, en fait, qu'elle en arrive à juste trouver un peu de plaisir en insultant sa nièce sur ça. C'est tout ce qui lui reste, tu vois. Et je trouve ça triste. Même le pire homme du monde, Jonas, qui est quand même la pire ordure, n'en veut pas. C'est triste. Je suis toujours un peu partagée. Je sais pas si... Je suis assez d'accord sur le côté où, en fait, elle en a vraiment bavé. Et il y a ce côté où je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où elle aurait pu faire en sorte que ça se passe autrement? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et c'est ça, et de me dire, en fait, là, elle n'est pas obligée de vraiment être aussi violente à l'égard de Suzanne, qu'elle soit vénère, qu'elle soit dégoûtée, qu'elle ait des plans de merde et tout. Ok, mais en fait, Suzanne, elle a pas mérité ça. Et c'est là où je trouve que, du coup, elle est assez impardonnable. Oui, mais dans le grand plan du cas, t'es obligé que ça se passe, tu vois. Oui. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Ces choix, elle les a fait, indépendamment ou pas du cas, mais à un moment, tout est obligé de mal tourner pour elle, pour qu'elle en arrive à insulter Suzanne, pour qu'elle arrive à pousser Suzanne dans ses retranchements, à se poser des questions sur son père, à devoir la détester pour avoir envie de partir, pour que ça déclenche encore plus la flamme pour Roland, pour lui justifier tout ça. Enfin, tu vois, t'as tout un aspect... La flamme. Oui, elle est bien. Inconsciente. Non, mais tout ça, ça vient avec, en fait. Tu vois, en fait, c'est un jouet du cas, au final, pour que ces événements se déclenchent. Et c'est ça qui est triste. C'est que c'est au final une victime du cas, à mon sens. Voilà. Oui, après moi sur ces trucs-là, je suis tout le temps partagée, mais comme des questionnements que j'ai pu avoir personnellement, de se dire, ok, en fait, qu'est-ce qui fait que telle personne a plein de galères alors qu'elle mérite pas? Est-ce que ça sert vraiment à un grand tout, ou est-ce que c'est juste injuste? Et qu'est-ce qui fait que telle personne qu'on n'a jamais chié dans sa vie est complètement imbitable, et telle personne qu'on a chié toute sa vie est adorable et a le cœur sur la main? Et tu vois, de se dire, je sais pas, j'en sais rien. Donc je décide de pas pardonner à Cordelia d'aller aussi loin, mais je comprends complètement et j'entends complètement ce que tu veux dire. Moi, je me dis, là, c'est trop. Et en même temps, elle a perdu, elle perd la tête. Donc, évidemment, mais elle perd la tête. Mais attention, hein, enfin, c'est une phrase que je dis souvent, c'est on peut comprendre les choses, mais pas les accepter. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je comprends, mais je l'accepte pas. Exactement. Hein. Non, mais tu l'as très bien dit. C'est pour ça que je reviens. Je suis en accord sur ça. Je comprends pourquoi elle est comme ça. Je n'accepte pas qu'elle le soit, mais je comprends qu'elle soit aussi triste. J'ai quand même peine pour elle, quoi. Dis-toi que dans un monde, elle vit vraiment ça. Non. Et dans un monde, elle vit pas ça. Du coup. En cachette dans la nuit, Olive vient se coucher près de son mari, plus par besoin de chaleur que par amour. Et moi, ça me rend... En fait, le destin d'Olive me rend beaucoup plus triste que le destin de Cordelia. De ouf. Ouais. Si elle a besoin de cette chaleur réconfortante, c'est à cause d'un cauchemar qu'elle a fait. Un grand oiseau dont l'ombre ensanglantée balaye la baronnie sur fond d'odeur d'incendie, le maire mort, les yeux arrachés, un crâne sur les genoux. Ah là là, putain. Petit Shining, là. Ouais, c'est la vigie. C'est la vigie qui fait. Non, c'est le Shining. Elle voit déjà ce qui va arriver à son mari. Oui, là, je sais. Mais le grand oiseau, c'est la vigie de Cuthbert. Oui, enfin, oui, pardon. Oui, t'as complètement raison. En plus, c'est ça. Ouais. Ah, la pauvre. Toi, l'odeur d'incendie, c'est en fait l'odeur de porc grillé de Suzanne sur son petit feu, là. Non, mais vraiment, franchement, le passage, je l'ai lu 2 fois, quand elle vient se coucher à côté de son mari, sentir chasser à leur poser sa main. Franchement, j'en ai mal au cœur, quoi. Vraiment. Le pire, c'est que tu ressens. Je sais pas si ça vous fait ça quand vous lisez ce genre de passage, c'est qu'il vous prend un peu au trip. Tu ressens ce qu'elle ressent. Tu t'es au lit avec elle, tu ressens vraiment la chaleur. Enfin, le froid qu'il y a dans son cœur, tout ça, tu vois, t'as tout ce que son mari lui donne plus, tout ce qu'elle aurait pu avoir. Ouais, le fait d'aimer quelqu'un qui t'aime pas, tu vois, et c'est d'autant plus compliqué pour elle qu'en plus elle est
elle pourrait être intime avec cette personne, elle l'est pas complètement, et elle peut pas essayer de passer à autre chose parce que en fait c'est son mari et donc du coup elle veut essayer de retrouver ce qu'ils avaient en sachant. Enfin c'est vraiment et toute la scène de fin où elle s'assoupit contre lui et quand elle se réveille, lui il s'est éloigné à l'autre bout du lit donc du coup elle lui remet son bonnet, genre elle le couvre presque et tout, elle s'éclipse sans que lui se soit rendu compte qu'elle était là, tu vois. C'est je trouve que c'est déchirant. Ouais, c'est d'une douceur et d'une violence à la fois qui est infinie. C'est triste. C'est vraiment triste. Ouais. C'est adorable. Enfin, j'adore ce passage pour ça, quoi. C'est beau, ouais, c'est vraiment beau. Dans la petite fête foraine qui s'installe, il y a un petit train en aparté et il demande s'il s'appelait Charlie. Non. Par contre, en haut-parlé, ils ont un mot un peu semblable à Charlie qui veut dire mort. Et là, en fait, j'arrivais pas à savoir pourquoi Roland, il dit pas que c'est charioterie et pourquoi il nous redroppe cette info-là à ce moment-là qui a absolument rien à voir. Tu vois, c'est pour Char, en fait. C'est juste pour rappeler le Charlie et le charioterie. Oui, mais bon... Petite préparation paiement pour la suite. Ouais, mais parce qu'il le dit dans le tome peut-être. 3 que Char également, je pense que c'est pour rappeler ça. En fait. Ouais. Okay. Mais là, tu vois, on sait pas encore que t'as charioterie. Enfin, on n'a pas encore fait le rapprochement. C'est un peu plus tard qu'on fera le rapprochement entre Charlie et charioterie. Ouais, complètement. Donc tu vois, il continue à planter des petits indices. On savait que Charlie signifiait mort dans le tome 3. Donc si t'as fait le lien entre les deux, tu sais que charioterie, c'est un rapport, quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils doutent que les gens l'ont pas, quoi. Et ils veulent être sûrs. Mais du coup, je reviens sur l'entre-parenthèses où justement Eddie intervient. C'est ce que je disais la dernière fois. C'est en fait c'est Roland qui intervient entre les deux, quoi. C'est sur le pistolet, dépeceur, machin et tout. Du coup, c'est Roland qui dit vraiment ça. C'est QFD. De Pape rejoint Ercavery, Dave et Frank Claypool pour s'assurer qu'ils sont bien prêts pour ce qu'ils préparent le lendemain matin. Évidemment, ils le sont, on pense l'être. Ils ont même recruté en plus, dont un qui aura une mitraillette. Et moi là, c'est marrant, à ce moment-là, je sais plus qui est censé faire quoi, qu'est-ce qui se passe et tout, parce que là, on est en train de voir le blindside qui arrive, mais qu'on n'avait pas vu qu'il allait arriver. Ouais. Parce que nous-mêmes, jusque-là, on comprenait pas qu'en fait, ça va pas se passer pour eux. Pour eux, ils vont pas les coincer le jour de la moisson, et ils comptent les coincer la veille. Et là, du coup, j'étais en mode... Attends quoi, du coup, pourquoi il y a d'autres personnes que ceux qui sont au pétrole? Enfin, je comprenais plus. Oui, parce qu'on le voit pas venir, en fait, non plus. Bah non. Très bien. On se fait blindsider, bah oui. Le même jour, Roland et Suzanne se retrouvent à la cabane, et Suzanne comprend que Hélène Gill a tué son père. Révélation risquée, puisque si elle va le provoquer, ça pourrait faire capoter le plan des garçons, et leur seule chance de s'en sortir, c'est la surprise. Et s'il devait leur arriver quelque chose, elle devra ramener à Gilead, à l'ouest, ses armes à son père à lui. Ils font l'amour alors qu'ils se disent qu'ils s'aiment, elle pleure. Elle a, je cite, une ombre dans le cœur et lui a senti, je cite aussi, le froid l'envahir. Et il se retient de tout quitter maintenant, sentant sans vouloir l'accepter le triste destin qui les attend. Ouais. En fait, il y a trop de préparation. Mais on sait parce que Roland le dit que ça va mal se terminer, mais vraiment, si quelque chose t'arrivait, Roland, je serais incapable de faire quoi que ce soit à part mourir. Ses mains enserraient toujours son visage, il la força à faire un mouvement de la tête. Tu ne mourras pas, dit-il. Putain, mais là... c'est triste. Je trouve les passages quand ils sont que eux deux, ceux-là, j'ai envie... C'est beau, mais en même temps, c'est toujours le même discours et j'ai envie de passer à autre chose. C'est de l'amour, c'est le truc beau. de je veux pas te perdre et avec la petite construction et la cerise à la fin, quoi, tu vois. Oui, mais tout ce qui est parfait et chiant, tu vois, c'était l'introduction de ce chapitre, de cette partie-là. Alors, il lui rappelle le plan. Elle, sa seule mission, c'est de simuler un malaise et se cacher. À 3h, elle vient ici. Et si ses revolvers ne sont plus là, RAS, tout va bien, elle peut aller les rejoindre. Sur ce, ils refont l'amour. Pour la dernière fois. J'aime bien... Alors, j'adore le bruit du vent, dit-elle. Enfin, après avoir étendu sur une peau d'ours que Roland avait apportée, ils écoutèrent le vent soupirer dans l'herbe. J'adore ce bruit, dit-elle. J'ai toujours voulu me fondre dans le vent, aller où il va, voir ce qu'il voit. Cette année, si le cas le permet, tu pourras contenter ton avis. Si fait et avec toi. Alors, c'est vrai, ça arrive, vraiment, puisqu'elle est éparpillée aux quatre vents en cendres. LOL. Oh, la tête d'Emilie, je suis désolé. Elle a envie de rire, mais elle trouve ça horrible. Non, c'est vrai, c'est marrant, mais c'est trop horrible. J'ai eu l'image, vraiment. Je ne t'abandonnerai jamais, affirma-t-il, mais il sentit un froid l'envahir malgré la peau d'ours, et dehors le vent si réconfortant. Il y avait une peine encore un instant, semblait maintenant le souffle d'une bête fauve.
il y a un truc... Ah oui, juste après, il dit, on va quitter tout ceci, Sinan, pas après-demain, pas le jour de la moisson, et maintenant, tout de suite, habille-toi, nous irons vent de travers, chevauchant vers le sud, sans nous retourner, et nous serons hantés. Et je me disais, franchement, il est pas très bon en Shining, Roland. Parce que clairement, il aurait dû faire ni Shining, ni Touch, hein, rien. Rien du tout. Et sur la fin, t'avais pas fini le point, je crois. J'ai pas fini le point 12. Si, j'ai fini le point 11. Okay. Ouais. Ils feront l'amour pour la dernière fois. Voilà, elle le regarda, lui effleura la joue. J'ai peur pour toi, Roland, et pour moi, je ne sais pas pourquoi. Tout se passera bien, dit-il. Le cas. Ne parle point du cas à moi, s'écria-t-elle. Je t'en prie, non. Le cas est comme le vent, disait mon père. Il emporte ce qu'il veut. Il n'y a aucune supplication ne pourrait le faire fléchir. Et comme je le déteste, ce vieux cas à vide, je me dis, ça va, la petite morveuse de merde, là? Attends, depuis le début, en mode, je me fais ken, c'est le cas qu'il veut, et là, on n'est plus d'accord avec ce qu'il veut. Non, mais là, on est bien ou pas? Wow. Il a bon dos, le cas, encore une fois. Non. Mais là, justement, elle dit qu'on peut pas le supplier. Bah ouais, elle était contente de supplier le cas de se faire ken. Oh. Non, mais oh. Donc, elle respecte, d'accord? Bah, Roland aussi, il était content. Hein. Personne ne s'est plaint dans cette affaire. Oui, mais Roland, il suit le cas. Il a dit pas, c'est le cas. Voilà, désolé. J'imagine devant le bûcher en disant, oh. Bah, c'est le cas. Oh, bah, c'est le cas. Allez, au revoir. Et il passe à autre chose. Et ainsi, il continuait ses aventures. C'est terrible. Après, il y a des cultures où, en fait, le deuil est pas, nous, tout le côté qu'on y met hyper sombre, hyper triste et tout, parce qu'ils se disent, notamment les cultures où on croit en la réincarnation, de se dire, bon, bah, voilà. Après, avec tous les pendants que ça, ou c'est-à-dire qu'on laisse les gens mourir en se disant, bon, il aura une meilleure vie une autre fois, tu dis, ok, bon. Si on peut aussi faire en sorte qu'il soit pas trop mal dans cette vie-là, c'est pas mal, mais oui, mais c'est une question de culture, ouais. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais oui, juste sur cette histoire de dernière fois, ça me faisait penser quand j'étais gamine, parce qu'il y a, je sais plus comment c'est dit exactement à la fin, et s'il y a un doute sur le dernière fois ou pas, le sens de dernière fois. Quand j'étais petite, quand on parlait qu'il y avait un Disney qui venait de sortir et que c'était le dernier Disney, moi je l'entendais pas en disant le dernier en date, mais le dernier qui sortait. Et j'ai des souvenirs de dire à ma mère, mais ils font plus, genre Disney, ils arrêtent, ils vont plus faire de dessins animés. Ou elle est en mode, non, mais le dernier, parce que il y en a pas eu d'autres après. Oui, mais le dernier, ça veut dire qu'il y en aura pas d'autres après et tout. Et voilà. Non, je comprends parce que cette interprétation, j'ai tendance à le comprendre comme ça. Le dernier, c'est celui qui vient de sortir. C'est pas le dernier, mais oui. J'ai pas mal de monde qui me reprend sur le fait que si tu dis c'est le dernier sorti, normalement, c'est qu'il y en a plus derrière. Non, mais c'est comme personne n'est d'accord sur dimanche prochain. Il y en a pour qui dimanche prochain, c'est pas le prochain dimanche. Alors ça faudra m'expliquer. Pour moi, dimanche prochain, c'est le prochain dimanche. C'est pas le dimanche d'après. Ce que je veux dire, c'est dimanche prochain ou dimanche en 8. C'est pas... Voilà. Donc le soir même, Coraline est clairement au bord du burn-out. Elle dessape un pantin de fête qu'elle rhabille des vêtements de Suzanne, alors même jusqu'à lui faire une fausse poitrine, et elle lui met le feu. Cordelia, ouais. J'ai vérifié vite fait, c'est pas Coraline. Ah oui, j'ai mis Coraline. Ouais, j'ai mis Coraline. Merci. Moi, je me suis demandé si c'est pas elle qui provoquait ça à travers ça, quoi. C'est qu'elle convoquait un peu ce qui lui arrive. Mais, ah, peut-être. Elle est en pétage de câble. Franchement, la première fois, je pensais qu'elle allait se jeter dedans. Ah ouais. En mode, un peu, parce qu'elle avait au bout du rouleau, vraiment. Mais non. Oui, vraiment, ouais. Elle a même pas ce... Bref. 3h du matin, veille de fête de la moisson, au repos des voyageurs, Stanley Ruiz, qui s'apprête à fermer le bar, a la frousse de sa vie en entendant un grand bruit dans la cour extérieure. Mais ce n'est que Petty qui lui montre la lune du démon qui s'est couverte d'un voile de sang. Le Petty qui lui montre la lune, fais gaffe. Hein. J'aime bien ces petites séquences où, en fait, on voit des trucs dans la ville qui nous montrent que vraiment les choses sont en train de se mettre en place et de s'accélérer, un peu comme dans un thriller où on a des points de vue différents avec juste des trucs de 2-3 pages, des flashbacks et tout, de se dire oui, ok, d'accord, c'est vraiment en train de se resserrer autour d'eux, et il y a des indices qui font qu'on voit que ça va barder, quoi. Et une fois de plus, sans que, ou nous, moi j'aime bien le côté, en fait j'aime bien les récits omniscients parce que je trouve ça intéressant. Eux, ils voient ça, et évidemment, avec les croyances qu'ils ont et tout, ils comprennent que ça va mal se passer, mais nous, on sait ce qui va mal se passer, ou on voit un peu d'où les choses vont venir, et eux, ils le savent pas, donc toujours ce côté comme Roland qui a une info, mais qui peut pas tout relier, ou nous, on est en train de relier les points un peu malgré les protagonistes. Ouais. J'aime bien. Chapitre 7. Le cristal change de main.
Dans la nuit, Kim Barrymore est réveillée par Claire Reynolds, assise sur le bord de son lit, qui lui chatouille le nez avec une plume. Et le début de ce chapitre est vraiment un peu what the fuck. Ouais. C'est mignon ou... Oui, c'est chelou. Ils se connaissaient vraiment si bien que ça? Non, mais c'est ça. En plus, et t'as l'impression de... En fait, tu pourrais dire, mais il me manque un chapitre, c'est une autre histoire, c'est un autre livre. Tu vois, t'as une rupture, en fait, qui est faite par rapport à tout ce qu'on vient de lire, c'est chelou, en fait, quand tu lis ça au début. Reynolds est là pour régler ses comptes. À leur première rencontre, Rimmer l'a insulté de manteau, un mot d'argot péjoratif pour dire homosexuel, ce qui lui vaut maintenant de se prendre un coup de couteau dans la poitrine. Ah, l'enfer. Et là, on comprend qu'en fait, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pensait et les gamins vont se faire doubler. Ouais, j'adore ces débuts trucs de les mecs qui s'entretuent entre eux. Vraiment, c'est l'enfer, mais c'est la vengeance pure. Et en fait, c'est pas ça. Un trait qui trahit, tu vois, un trait qui trahit. En fait, c'est vraiment le truc du l'ego, quoi, tu vois. Ouais. C'est marrant. Thorin aussi est arrivé d'un oiseau dont l'ombre pourrit tout, même que l'œil de cet oiseau est rose. Et Thorin a conscience d'être responsable de la destruction de la baronnie par cet oiseau. Heureusement, plus qu'un jour et ce sera terminé. Il n'aura plus qu'à se préoccuper de copuler avec la jolie et jeune Suzanne. Réveillé par son cauchemar, il décide d'aller picoler et ne remarque pas la personne cachée derrière les tentures du bureau. C'est Roy de Pape qui, lui aussi armé d'un couteau, lui tranche la gorge. Avec le pompon du bonnet de nuit du maire, il dessine le sigle de l'homme de bien. Un œil, et quelle ironie, pour le maire qui vient d'être énucléé. Putain, c'est trop bien. Passage trop bien, encore une fois, quoi. Putain. La violence. Pour moi, ça faisait très film de mafieux. Vraiment, ce truc où on va les tuer dans leur sommeil. Tu vas retrouver une tête de cheval dans ton lit. Ouais, c'est ça, exactement. Et je crois que tu l'as pas dit, mais il laisse la vigie de Cuthbert aussi dans la pièce. Oui, on comprend qu'il laisse des indices pour dire, pour vraiment mener vers les garçons. Ouais, clairement. C'est presque trop obvious. Oui. Bah, c'est surtout que personne n'est dupe, quoi. Tu vois, il fournit des preuves, mais en fait, même le shérif, il est pas dupe que c'est pas eux, quoi. Tu vois. Oui, mais après pour la population locale en dehors de ces événements qui chargent la mule. Et on en reparle au point 4 juste après. Proche du Barca, l'Angel briefe les hommes cachés en embuscade. L'idéal, ça serait de choper les gamins vivants, mais bon, s'ils sentent qu'il faut tirer, qu'ils n'hésitent pas à tirer, quoi. Le réveil est calme côté Barca. Ni l'instinct de Roland, ni le touch d'Alain ne se manifestent, alors que 8 pères dieux sont braqués sur eux. Ouais, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Ouais, c'est... Je me dis, ils sont trop confiants, ils sont encore un peu jeunes, ils sont... C'est le cas qui bouche le Shining, en fait. Ouais, c'est ça. Qui fait en sorte que ça se passe pas. Parce que Roland, il avait quand même réussi à détecter quand Jonas était quand même relativement loin du Barca et avait laissé faire en mode non, ça a laissé faire, ça va se dérouler. Et d'ailleurs, Alain aussi était au courant. Hein. Alain avait senti, alors qu'ils étaient même plus au Barca. C'est-à-dire que Roland au Barca a senti qu'il y avait quelqu'un qui était caché pas loin, et alors qu'ils étaient plus au Barca, Alain a senti qu'il était en train de se passer quelque chose là-bas. Donc normalement, ils auraient dû sentir qu'il se passait des choses autour d'eux. Le cas, c'est le scénarium. Mais en plus, ils sont même pas mis sur la piste par le cheval de Roland, qui est affolé. Ils s'inquiètent même pas que le cheval de Roland soit complètement agité. Ouais, c'est trop bien. Il y a vraiment ce truc de... c'est le cas. En fait c'est vraiment l'histoire du dessin, c'est que ça doit se passer, quoi. Et en effet, les garçons se font surprendre par derrière, Palangil et ses hommes. Roland crie à ses amis de ne pas bouger. Il sait que s'ils bougent, ils seront tués. Roland se laisse menotter. Cuthbert, qui résiste d'abord, se laisse finalement convaincre quand son ami Alain prend un coup et se met à saigner. Ouais. Les garçons sont arrêtés pour trahison et meurtre. Meurtre avec un S. Ceux du maire et de son chancelier. Et le pire, c'est que l'Angel et les autres ont l'air vraiment convaincus que c'est eux qui ont fait ça, débiles qu'ils sont. Mais on apporte aussi après à la fin la nuance que peut-être qu'ils se posent tout simplement pas la question et que pour eux, tout ce qui compte, c'est d'être du côté des vainqueurs et que pour eux, les vainqueurs, c'est pas l'affiliation. Oui. Ouais, bien sûr. Tout simplement. Ligotés, ils sont menés à cheval jusqu'au Barca où se trouve Jonas qui leur fait confisquer leurs armes, revolver comme fronde. Roland a une épiphanie. Jonas est un pistolero raté. Il n'a pas réussi l'épreuve avec non pas Cort, mais son père. Et nous, on le savait, mais je pense qu'en fait, quand on n'a pas déjà lu le cycle, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Jonas est un pistolet. On peut se douter, mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'indices que ça, mais c'est à ce moment-là qu'on a la réponse à cette question-là, de se dire « Ah merde, putain, en fait... » Sur les pistoleros, il a quand même des réflexes qu'on note surhumains une ou deux fois, mais on n'avait pas la confirmation. Ouais. Fin du point 4, j'adore Cuthbert qui dit « Tu as oublié le visage de ton père, sale vermine », prononçant très clairement Cuthbert. Et le mec, il le prend encore plus mal que toutes les insultes qu'il y a eu avant, quoi. C'est vraiment la pire des choses. Et franchement, ce passage de Roland qui a l'épiphanie, il est
Vraiment, il est incroyable, quoi. Vraiment, Roland pressa les flancs de Flash, sa monture dirigea au petit trot vers Jonas, une certitude envahit soudain Roland. À l'instar de ses meilleures intuitions tombant pile, elle provenait de nulle part et de partout. Absente la seconde d'avant, elle se trouvait là, celle d'après, vêtue de pied en cap. Quitte à expédier dans l'ouest sa larve, lança-t-il à Jonas en passant près de lui. Ça ne peut pas être Cort, tu es trop vieux pour ça. Mais ce ne serait pas son père. C'est vraiment le truc qui tombe pile, quoi. Surtout que ça ébranle Jonas. Vraiment, ça l'ébranle complètement, plus que tout ce qu'on a vu jusque-là. La lueur d'amusement teintée d'ennui s'éteignit dans l'œil de Jonas, fut bâillé plutôt comme si on avait frappé au visage. Un court et stupéfiant moment, le vieillard aux cheveux blancs redevint un enfant, honteux, vexé comme un pou, atteint au plus profond. Pour sûr le pas de Cort, tes yeux t'ont trahi, et te voilà maintenant au bord de la mer limpide, sauf qu'en réalité t'es dans l'ouest. L'âme d'un homme tel que toi ne peut jamais quitter l'Ouest. C'est ouf, hein. Tellement stylé. C'est quand même couillu de l'ouvrir à ce moment-là, à ce point-là. Ouais. C'est là où il lui dit tu vis en exil, tu meurs en exil, un truc comme ça, ou c'est plus tard? Je sais plus. Il y a cette notion-là de... C'est là. C'est plus tard. Fort, mesure tes paroles, Will Dearborn, dit une voix basse et rauque. T'as jamais eu autant besoin de les mesurer. Encore une toute petite pression sur la détente et le coup par la seconde. Vas-y, descends-moi, reprit Roland. Relevant la tête et on regarde à Jonas de haut. Tire donc, exilé. Tire donc, ville cloporte. Tire donc, ratage ambulant. Celui qui vit en exil mourra en exil. Allez. Vraiment, qui se démonte pas, c'est trop bien. Donc il vexe Jonas si fort qu'il manque de se faire descendre sur le champ, mais ce dernier réussit à se maîtriser. Il n'en est pas moins ébranlé, on a presque l'impression que face à Roland et son regard perçant, il ne se sent même pas à la hauteur. Ouais. Il commence vraiment à défaillir. Et il est ébranlé parce que son secret est percé à jour, qu'il va être répété partout en ville. Tout le monde va savoir qu'il est un raté. Il récupère sous le plancher 2 des armes des 3 jeunes, les démonte et les disperse en les jetant. Et je sais plus si c'est une préparation de quelque chose, le fait qu'il trouve pas une des armes. Je suis pas sûre. Non. Il y a pas un truc où il a que 2 des 3 armes. Non. Je me souviens plus. Si, il dit que les armes de Roland ont disparu, elles sont plus là. Mais c'est pas lui qui les a confiées à Suzanne, ou il les a confiées à Suzanne avant, en fait. Il les a déjà confiées à Suzanne. Ouais, il a eu la bonne idée de se dire au cas où, en fait, je te donne si je meurs, tu pourras les rendre. Il compte bien faire très rapidement de Roland un homme mort, mais a plus urgent à traiter et pas rejoindre Roy et Clay à Sitco. Suzanne, elle est secouée dans son sommeil par Maria, bouleversée. Il est tard et dans la maison du maire, habituellement calme, Suzanne entend qu'on s'agite. Maria explique. La jeune fille est en grand danger. Les garçons ont été arrêtés. Mais s'ils ont des amis, ceux-ci pourraient bien venir la tuer, elle aussi. Parce qu'ils ont été arrêtés, parce qu'ils ont tué le maire et son chancelier. Donc elle lui fait le topo, en gros. Par contre, je reviens sur le point 6. Quand tu dis que Roy et 2 papes le soupçonnaient, mais même eux n'en avaient jamais été certains qu'il était un pistolero raté. Et en fait, je trouve ça assez incroyable que dans ce monde-là, au lieu de le voir comme un défi incroyable, et que même si tu rates l'épreuve, le fait d'être allé jusque-là, de pouvoir penser à le faire, à le tenter, et même si tu le rates, en fait, t'as déjà eu les couilles de le faire. Mais en fait, non. C'est le pire que tout, quoi, à ce moment-là. Si t'as tenté quelque chose et que tu l'as raté, t'es une merde. Parce qu'en fait, je pense que dans le fait que tu rates, on n'est pas sur un truc de performance. En fait, si tu le rates, c'est aussi que t'en es pas digne. Ouais, mais... et du coup, si tu le rates, c'est que tu sais pas aussi maîtriser autre chose que ta force, ton sang-froid. C'est que si tu le rates, c'est que t'es pas fait pour ça, mais que c'est pas une question de travail, de pas le bon moment, c'est que si tu le rates, t'es un raté et que c'était écrit comme ça, et du coup c'est ça qui fait que c'est encore plus honteux. Enfin, il vaut mieux rien faire que le tenter, quoi, tu vois. Il aurait eu plus d'honneur et plus de respect de ses pairs s'il avait pas fait. Tu vois, et c'est ça l'enfer, en fait. C'est horrible. Pour moi, c'est presque, il y a presque un peu de l'ordre de la roulette russe, de dire en fait tout le monde est capable, mais il y a un truc qui se joue qui est pas de ton ressort et qui fait que t'es digne ou pas d'être un pistolero. Et du coup, c'était pas un pistolero, t'es juste humain. Et donc, du coup, non, t'es une merde. T'es encore pire qu'humain. T'es une merde. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, mais du coup, je suis quand même fort et je tire plus vite que vous. Oui, non, mais t'es une merde. Voilà. Ouais. T'as pas réussi. T'es une merde. Ouais. Voilà. Ouais. T'as pris tout ce savoir et t'en as rien fait. Bah, t'es une merde.
T'as raté ton permis? Bah t'es une merde, voilà. Ça c'est l'enfer. T'imagines ce truc pour tous les trucs que t'as pu rater dans ta vie. Si tu pas, le prends dans la comme classe ça. de pistolero. Ouais. Putain, c'est ouf. T'as raté ton bac? T'es exilé? Allez, casse-toi à l'ouest. Tu peux plus le repasser, c'est fini. Oh l'enfer, l'enfer. T'as raté ton brevet? Oh là là, mec. Ton brevet. Renié par tes parents. Et des familles, c'est comme Envoyé ça. à l'ouest. Bah ouais, et des familles, tu loupes ton vois. bac, t'inquiète pas que tu passes ton été à travailler dans des classes spéciales. Hein. Ouais, mais t'as une chance de pouvoir le faire. Mais toute ta vie, on te le dira. Ouais, mais t'as travaillé l'été pour l'avoir, quoi. T'es pas du premier coup, quoi. Non, l'école des pistoleros, c'est pas Poudlard, quoi. C'est vraiment... L'enfer. Et donc Suzanne sait que c'est impossible. Jamais il n'aurait fait ça, ça ne fait pas partie du plan. Mais surtout, elle comprend vite ce qui se joue. Les garçons vont se faire tuer. Alors elle s'habille en 4e vitesse. Rien qu'à sa silhouette, au loin sur son cheval, Reynolds voit qu'Eldred est très chafouin. Le pistolero manqué s'assure auprès de ces deux hommes qu'ils n'ont pas été repérés quand ils ont tué le maire et le chancelier, et leur demande de relever de leurs fonctions les hommes qui campent au pétroleum. Plus besoin de leur surveillance maintenant que les gamins sont sous les verrous. Jonas commence à perdre la tête, mais il faut rester focus. Il reste des choses à faire, et plus tôt elles auront fini, plus tôt elles seront parties, et Jonas n'a plus que ça en tête. De son côté, Rhea s'est perdue dans l'arc-en-ciel du magicien. Plus rien n'existe, même pas son chat mutant moisi, qui commence à ne plus ressembler à rien. Elle observe et acclame une femme qui est au bord du craquage total, qui peu à peu perd la tête, et quand elle est seule chez elle, se dénude complètement et se met à nettoyer le sol de sa maison en le léchant. Pourquoi, putain? C'est tellement King, les nouvelles de King de cette époque-là dans les recueils, c'est des flashs de moments de vie gratos où tu dis des gens qui ont des excès de violence, des gens qui ont des excès de folie, c'est la pastorale, quoi. C'est un mec qui se met à tondre un gazon en bouffant le gazon et tu sais pas ce qui se passe. Et c'est tout. Et c'est tellement King, j'adore. Ouais. J'adore. Et c'est comme quand on était... En fait, c'est des trucs où tu te dis, je veux avoir l'histoire de cette meuf-là. Je veux une nouvelle sur cette meuf-là. Comme tu vois, quand on était dans l'avion avec Eddie et qu'il y a la vieille qui les fait chier, de se dire, mais je veux une nouvelle avec cette vieille qui raconte ce qui s'est passé un jour dans un avion. Tu vois, c'est vraiment... On veut les lire, ces choses-là. Et j'adore quand il fait ça. Un jour, elle ne s'arrêtera pas à temps et un membre de sa famille la surprendra. Et Rhea n'attend que ça. Mais alors qu'elle est en pleine contemplation, la boule rose se coupe net. Des cavaliers sont en approche. Les grands chasseurs du cercueil sont venus réclamer ce qu'ils lui ont confié, le cristal, mais elle n'a pas l'intention de le rendre. Ouais. C'est bien comment elle traite la boule quand elle s'éteint, qu'elle a failli la jeter par terre. Elle dit oh, pardon, désolé. Pardon. Viens là, je te dorlote. C'est pas ce que je voulais, ouais. Oui, il y a ce truc où en effet, on implique une volonté à la boule, ou en tout cas, on a l'impression que la boule, elle choisit à qui elle se confie dans l'idée, et du coup, ça fait qu'on la personnifie. Ouais, ou quelque part, j'ai envie de dire, son but à la boule, c'est de changer de main régulièrement. C'est à partir du moment, et c'est pour ça qu'elle se coupe pour moi à ce moment-là, c'est au moment où Rhea se dit non, je la rendrai jamais. La boule, elle fait ah ben non, c'est plus pour toi, c'est pour le prochain, je vais la filer au prochain qui arrive. Ouais, je suis assez d'accord. Elle a besoin. En fait, elle sait qu'elle a tout aspiré chez Rhea, quoi. Il y a plus rien. Oui, il y a plus rien. Trop préoccupé qu'il était par les 3 jeunes gamins, Jonas a sous-estimé cette partie de son plan. Rhea, mourante et décharnée, se tient face à lui, prête à briser le cristal. Et là, c'est une vision d'horreur qu'il a devant lui. Vraiment, c'est trop bien ce passage, il est incroyable. Ouais. Il ne faisait pas autre chose. Comme quoi. Pardon, vas-y. Non, vas-y, c'est toi, Claire. La créature en robe noire paraissait la créature en robe noire paraissait porter en guise de collier la dépouille d'un serpent en putréfaction. Elle était si maigre qu'on aurait dit un squelette ambulant. Elle ne subsistait plus sur la peau du crâne que pelaient des rares touffes de cheveux. Son front et ses joues n'étaient que plaies et elle avait comme la marque d'une piqûre d'araignée à un coin de la bouche. Jonas songea qu'elle pouvait aussi s'agir de la fleur purpine de Scorbut, mais que soit l'une ou l'autre lui importait peu. Son principal souci, c'était le cristal que la mourante, saisie de frissons, brandissait entre ses longs doigts griffus au-dessus de sa tête. Oh là là, trop bien. Rhea a un argument de choc pour garder le cristal. Il ne consent pas. Il était lumineux tout le temps qu'il était avec elle, mais il s'est éteint depuis que Jonas s'est approché. Ça veut dire qu'il veut rester avec elle, c'est pourtant très clair. Mais Farson veut le cristal, ce n'est même pas négociable, même si la vieille sorcière pense que c'est le sien à elle, ce n'est sûrement pas la première à qui ça fait ça. Non, j'allais dire, au début du passage, il y a bien sûr, campés sur leurs ergots, ils étaient persuadés de régner sur le poulailler
personne dans l'autre monde n'accusait l'un d'entre eux d'avoir oublié le visage de sa mère. Le petit sexisme là qui casse un peu, c'est bien. Ah oui, mais Rhea, c'est misandrie, mais quoi, vraiment, c'est la quintessence de la misandrie. Rhea négocie qu'il l'emporte, elle, avec le cristal alors, puisqu'il ne s'allume que pour elle, elle pourra le lire pour personne. Ouais, trop bien. C'est malin, en réalité. Ouais. Ah ben, elle les manipule. Enfin, c'est impressionnant qu'elle arrive à garder à ce point-là sa volonté, sa tête, pour atteindre son but et de garder le cristal un peu plus longtemps. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, et jusqu'à la fin, on ne sait plus qui manipule qui. Ouais. En fait, on ne sait pas lesquels... En fait, on sait que il y a aucun moyen que ça se passe comme il voudrait que ça se passe, mais on ne sait pas qui de Jonas ou de Rhea va l'emporter sur l'autre en termes de bluff et de feinte et de manipulation. Bah en fait, il y a ce truc de Jonas avait déjà pensé au fait de l'amener en fait, en disant au moins c'est elle qui sera aspirée par le cristal quoi. Et lui, il a pas envie de l'avoir ce cristal. En fait, si quelqu'un en fait est drogué au truc et peut le porter pour moi, ça me va très bien aussi en fait. Ouais. Et je trouve ça assez intelligent de sa part comme idée. Ouais, c'est malin. Et en effet, Jonas feint d'être d'accord, mais demande d'abord de vérifier que le cristal est intact. Au moment où il le touche, le cristal émet une petite lueur rose et Jonas se sent mal, mais ça lui passe. C'est instantané. Se sent mal. Vraiment, Douleur transversale, le crâne de Jonas et un frémissement de lascivité se leva dans ses couilles. Dit texto. Je suis pas sûr de. Demi-molle. Ouais, je suis pas sûr de ce que ça veut dire en fait. Bah non, je sais pas trop. Bon, non plus. pour moi, la lascivité, c'est un truc sexy en fait. C'est une femme lascive devant toi, c'est un truc qui se. Tu vois, ça lui fait mal au crâne, mais en même temps, ça l'excite un peu. Ça le titille. Vraiment, le pouvoir de la boule agit sur lui. Ça joue sur ses cordes sensibles. Sous l'ordre de Jonas, Reynolds va dans l'étable chercher la carriole de la vieille, mais les chefs censés la tirer sont mortes de faim depuis au moins une semaine. Oh là là. Ça nous donne aussi une temporalité sur depuis quand Rhea est juste absorbée dans son cristal. Elle s'est pissée et s'est chiée dessus, quoi. Ça suffit pour moi, quoi, pour dire, bah oui, je me doute que tout ce qu'il y a à côté meurt. Ouais. Il ramène quand même la carriole, noire avec des symboles kabbalistiques peints en doré dessus. Stylé. Qui permettra d'emmener Rhea et le cristal que Jonas transporte dans une bourse jusqu'à front de mer. Et j'adore cette vision, cette scène de fin de Rhea qui est dans sa carriole, traînée par les chevaux de Jonas et qui se marre à l'idée de la mort du maire taurin. Et en fait, ça me fait penser à des films que j'ai vus quand j'étais gamine. Je sais plus s'il y a ça dans Willow, mais en fait, je vois la vieille sorcière qu'il y a au début des Visiteurs, qui est dans sa cage là, tu vois, ce truc de... Oui, j'entends le rire de la sorcière. Ah, ouais, je vois ça, j'adore. Cette image, je la trouve incroyable. C'est la sorcière des contes pour enfants avant qu'on passe la couche Disney édulcorée dessus. C'est vraiment la sorcière des légendes originelles. Ouais. Moi, je vois ça, qui se marre Mime, dans sa carriole. Moi, je vois Madame Mime, plein de boutons en train de se marrer. Oui, de ouf, Madame Mime. Bien sûr, Madame Mime, ouais, carrément. En plus, plus décharnée et plus proche de la mort. Ouais, Madame Mime, bon, là, encore un peu propre sur elle, mais quand même. Très bien, on a fini. Oh bien. Vous avez des choses à ajouter ou pas? Non, j'ai kiffé la suite, vivement qu'on finisse. C'est trop bien. J'ai kiffé ce passage. Ouais. Moi, j'ai un truc à ajouter qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on s'est dit là, et peut-être un petit peu... Du coup, j'en parle pour toi, Zef, mais Zéphiriel, ici présent, a coécrit une fiction audio qui s'appelle L'affaire Baumann, qui est en ce moment diffusée à l'heure où on parle sur Radio France, mais qui est aussi disponible en podcast sur Radio Culture, tout ça. Il suffit de chercher L'affaire Baumann. En fait, j'en parle parce que vous avez mis tous les deux, toi avec ton co-auteur, mais je pense que c'est toi qui as impulsé celle-là, des références à La Tour Sombre, où moi j'étais au courant de quelques-unes, et il y en a d'autres qui m'ont fait bondir de plaisir et de satisfaction quand j'ai écouté. Et au-delà d'être une fiction audio de qualité par son écriture et par sa prod, la production est dingue, on parle quand même de Radio France. Il y a les gens ici qui écoutent ces 10 épisodes, donc c'est rapide, seront contents d'avoir des références de nerd à La Tour Sombre sur un truc où personne d'autre que nous ne va capter. On essaie de se faire plaisir. Et moi, ça m'a fait plaisir. En tout cas, j'aime bien trouver des références. Comme j'ai lu The Change de Kirsten Miller le mois dernier, et dedans, elle parle de Carrie. Et je suis trop contente de voir des références à King dans d'autres livres qui sont normalement pas en lien avec King, tu vois. Donc ça montre aussi à quel point il marque la pop culture. Et j'aime bien quand on fait des références aux personnes qui nous inspirent, parce qu'il y a aussi un peu de ça dans l'idée. Ouais, pour moi, c'est plus l'idée d'apporter ta petite pierre à l'édifice, quoi, tu vois.
Ton propre étage. Ouais, j'ai créé un truc de la Tourson, tu vois. J'ai participé à un truc de la Tourson de ma façon. T'as créé une porte sonore. Si les livres sont des portes, les podcasts sont aussi des portes, surtout les podcasts de fiction, tu vois. Écoute, si c'est ce que j'ai écrit existe dans un étage de la tour, je suis plus qu'heureux, quoi. Non, ça suffit à moi. Dites-nous, allez écouter l'affaire Bowman et dites-nous si c'est un étage de la tour. Et tu peux faire un petit coup d'auto-édition rapidos. Tu produis un e-book. J'avoue. C'est un étage. J'avoue, c'est clair. C'est clair. Très bien, écoutez, rendez-vous le 19 mai pour les chapitres 8 et 9, toujours de la partie 3. Et c'est que 2 chapitres, mais on est toujours sur un 80 pages environ. Et fidèles auditeurs, auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler avec nous sur Discord. Tous les liens sont en description de cet épisode ou directement accessibles depuis stephenkingfrance.fr. Merci messieurs pour ce nouvel épisode avec vous. Avec plaisir. Merci. Et que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Je propose de clapper. Ton micro est coupé, Zef, je suis désolée. Ah, t'as un souci de micro, t'es en train de dire ? Non, c'est bon. Pardon, je faisais 1000 choses en même temps. T'inquiète. T'as besoin de 10 minutes encore ? Non, c'est bon. Ok. Donc à 3. 1, 2, 3. Clap. C'est vrai. Chapitre 6. La clôture de l'année. Je vais arrêter de chercher de l'eau, j'ai plus d'eau. Vas-y. Alors, BGA. Je pense que je vais perdre cette partie de... Je suis mal barré, putain, 6 sur 13. J'ai pas du tout... J'essaye. J'ai pas débondé, c'est abusé. Alors, attends. Voilà. Attends, je vais prendre ça. Pardon. J'arrive. Ah, fait chier. Je vais perdre ma partie de King of Tokyo avec grand poil. Alors. Ah, ok. Hop, je ferme. Chapitre 6, la clôture de l'année.